Salut tout le monde, je suis avec Robin aujourd'hui et on va vous parler de Edge of Eternity, les cartes. On va vous révéler les cartes, on va vous dire ce qu'on en pense. On va surtout parler pour le limiter, un format qu'on affectionne tous les deux. Je vais te laisser te présenter. Ouais, moi je m'appelle Robin, du coup je suis un grand joueur de Magic, notamment en limité, c'est mon format préféré, que ce soit du coup le CLE ou le draft. Et je participe régulièrement à des RCQ un petit peu dans toute la France pour me qualifier au championnat d'Europe. Alors ce qu'il dit pas surtout c'est qu'il participe pas, il gagne les RCQ, en tout cas Artefact, il gagne tous les RCQ. Mais bon, j'arrive, je vais m'entraîner, là je l'ai pris avec moi justement pour m'améliorer. Ouais, je suis assez chanceux et du coup j'ai proposé à Chris un petit peu qu'on discute de ces nouvelles cartes parce que le set a l'air vraiment bien, les communes Uncle ont l'air vraiment pas mal et c'est ce qui forge un petit peu l'ambiance de l'unité. Mais moi je profite que tu sois là pour un peu apprendre à savoir comment tu te prépares pour ce genre d'événement et savoir comment tu lis une carte, et ça m'intéresse vachement et je pense que ça va aussi intéresser la communauté d'Artefact. Surtout qu'on propose du coup le week-end prochain, donc le week-end du 25, 26 et 27, les avant-premières. Il y en aura une le vendredi soir à 19h, deux le samedi, une à 13h et un à 19h, et après le 3 de tête, le traditionnel 3 de tête qui sera à 13h également le dimanche. Et le prochain RCQ du coup, où on participera tous les deux, ça sera le samedi 6 septembre. Et je ne me rappelle plus pour où ça qualifie par contre. Ah, je crois que c'est pas dit encore. Ah, bah parfait, c'est secret. Qui sera à 10h. Voilà, c'est un bon démarrage. Ouais, et je vous conseille vraiment les AP. C'est vraiment l'endroit pour découvrir les cartes, un peu apprendre à jouer avec les cartes. C'est bonne ambiance. Prendre les mécaniques, les bons plays, etc. Et du coup, est-ce que tu connais un peu le set qu'on va présenter aujourd'hui? Alors, j'ai regardé un petit peu, j'ai écouté des youtubeurs, genre Boa. Ouais. J'ai écouté aussi Valet PL. Et du coup, il y a une personne de la boutique qui a fait aussi des reviews, qui s'appelle Julien Imbert, et voilà. Ok, bah, c'est vraiment l'ambiance space opéra, on va être dans l'espace. Exactement. J'étais un peu sceptique au début, et puis plus je vois les cartes, plus je me dis, il y a vraiment un thème, il y a vraiment une ambiance. Moi, si je peux juste montrer une image avant de commencer, c'est l'image de Tezzeret, qui est le Planeswalker du set. Je le trouve magnifique, et du coup, cette version de Magali Villeneuve est vraiment magnifique. Genre, c'est tout ce que j'adore dans une carte Magic. Et j'ai hâte de l'ouvrir aux avant-premières. Alors en foil, on peut l'ouvrir en foil? On peut l'ouvrir en foil. Oh là là, ça régale. Elle est très belle, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, on va être dans le monde de l'espace. Je propose qu'avant de commencer, on parle un petit peu des mécaniques de l'extension parce qu'on va les rappeler plusieurs fois pendant le set. Et puis voilà, l'intention c'est vraiment de regarder plus les communes Unco, ce qui va vraiment forger l'expérience de l'unité. Et peut-être on fera dans un second temps les rares et les mythiques parce que ça on va moins tomber dessus. Et puis c'est moi ce qui va vraiment forger l'expérience. Je suis très content de faire ça avec toi parce que en général, quand tu débutes, tu regardes plutôt les rares. Ouais. Parce que tu te dis, ouais, c'est ça qui va game changer la partie, mais en fait, tout le travail se fait sur les communes Zenko. Exactement. Et je pense que ça va être vraiment bien, et si on peut aider les gens à s'améliorer et à avoir de la diversité. En fait, il faut savoir que quand un adversaire est plus fort, ou est fort, bah, du coup ça nous entraîne aussi à élever notre niveau. Ouais, moi je suis assez partisan que même quand je viens à des gros tournois, c'est pas la qualité de mes rares qui va changer énormément mon deck. Je veux dire, si j'ai des bonnes rares mais que le reste du deck n'est pas fonctionnel, ça va pas aller. Je préfère avoir un deck avec des bonnes communes Unco qui synergisent bien, qui a un peu des réponses à tout, qu'un deck qui est concentré sur les rares. Nickel. Donc c'est un peu ce qu'on va voir ensemble. La première mécanique, ça va être Station. Et Station, ça va être une mécanique qui se trouve pas seulement sur ce qu'on voit à l'écran des vaisseaux spatiaux, mais aussi sur des terrains, qui sont des planètes. Les planètes. Ouais. Donc il y a le petit texte qui est rappelé à chaque fois, le texte de Station. Et ce que ça fait, c'est qu'on peut utiliser nos créatures pour, un peu comme le pilotage, les engager et rajouter des marqueurs Station sur la planète ou, dans le cas de notre vaisseau spatial, sur le vaisseau spatial, en fonction de sa force. Ouais, c'est une espèce de pilotage en quelque sorte. C'est un espèce de pilotage, mais il y a quand même des grosses différences. La grosse différence, la première, c'est que tu peux le faire qu'en rituel. D'accord. La station, donc tu peux pas te retrouver dans une situation où l'adversaire attaque, tu bloques, les créatures sont censées trade, et toi, au dernier moment, tu mets des marqueurs charge. Donc il y a un peu un down tempo quand tu... Donc je vais essayer de pas tout angliciser, mais il y a une perte de tempo du coup un petit peu quand tu vas piloter, tu vas station tes véhicules, c'est que tu vas te laisser, tu vas avoir moins de défense pour pouvoir bloquer.
J'entends, mais j'imagine que c'est pour débloquer des pouvoirs assez puissants. Ça dépend des cartes, mais ouais, il y en a des très puissants, il y en a des un peu plus moyens. Mais généralement, c'est des bonnes cartes et on va voir un petit peu leurs effets une à une après. Mais sur la capacité même de la carte, donc du coup, il y a le fait qu'on peut faire qu'en rituel, on peut engager qu'une seule créature. Contrairement au pilotage où tu sais, tu pouvais faire plein de créatures en même temps. Ah d'accord, on peut stationner qu'avec une seule bête. Qu'une seule bête Ok. en rituel. Donc ça veut dire que tu en engages une, tu ne peux pas répondre en engageant une autre. Donc c'est une par une en rituel. Donc voilà ce que ça change. Et dans les planètes ou les vaisseaux spatiaux, une fois que tu as atteint un seuil, donc par exemple là c'est écrit sur la carte, c'est 4+, il peut y avoir plusieurs seuils, mais une fois que tu as atteint le premier seuil, là qui est 4+, la créature donc l'artefact se transforme en créature, artefact. Par contre, à l'instar du le pilotage, l'artefact devenait créature jusqu'à la fin du tour. Tout à fait. Là, il reste artefact tout le temps. Trop bien. Donc en fait, là pour l'exemple, sur le balayeur, une fois qu'on l'a piloté à 4, ça devient une 2-2. Exactement. Et ça change. C'est super. Donc voilà, c'est assez intéressant. Moi, de base, quand je vais regarder ce genre de cartes, je me dis, quand elles arrivent, elles ont un effet d'entrée sur le champ de bataille. Okay, elles ne vont pas être des créatures. Donc je me dis déjà, l'effet d'arriver sur le champ de bataille doit être légèrement suffisant pour pas non plus rentabiliser la carte. Trop perdre de tempo, trop perdre sur le board. Et puis après, je vais regarder un petit peu le coup de station et je vais me dire, ok, est-ce que c'est intéressant si on est dans une situation où on se regarde en face à face, on ne peut pas trop attaquer, est-ce que ça va me débloquer la partie ou non, avec les effets qu'il y a dans les stations. Donc voilà. C'est la mécanique de station, on va passer à la prochaine. Ouais, ça me va, totalement. La prochaine, c'est l'hyperespace, j'aime beaucoup cette mécanique. Mais justement, alors, vas-y, commence et puis je rebondirai là-dessus. Je vais décrire un petit peu la mécanique. Du coup, l'hyperespace, c'est un coût alternatif. C'est-à-dire que tu peux payer ta carte pour le coût normal. Donc là, on voit le berger qui est à 5. Mais aussi, on peut le payer pour un coût d'hyperespace qui est écrit dans la carte qui est à 2. C'est quand même un coût de lancement, c'est quand même un lancement de carte. D'accord. Okay. Ce que ça fait, c'est que quand on lance cette carte, du coup, depuis notre main pour son coût d'hyperespace, on va exiler cette créature à la prochaine étape de fin. D'accord. Okay. Donc elle reste sur le champ de bataille comme une créature normale, c'est jusqu'à la fin, elle part en exil. Et elle part dans une zone d'exil, mais on peut la rejouer dans un tour ultérieur pour son coût normal. Okay. Donc on va profiter, si la créature a une entrée sur le champ de bataille, comme on voit sur le berger, du premier bénéfice d'entrée sur le champ de bataille avec l'hyperespace, puis d'un deuxième, une fois qu'on jouera depuis l'exil, pour son coût normal. Bah ça c'est hyper bien. Et ce que je me dis, c'est qu'on peut utiliser hyperespace. Est-ce qu'on peut l'engager en rituel pour stationner? Exactement, on peut pouvoir faire ça. Et ça peut être une des bonnes applications. Parce que là on voit que la carte elle est à 3, mais j'ai vu qu'il y avait une 9-9, qui avait Ward, qui avait hyperespace, pardon. Okay. Et ça peut être sympa juste de le mettre dans l'hyperespace, de piloter. C'est ce que je me dis. De piloter de station. À voir, je connais les coquins qu'il y a en limité, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des petits trucs comme ça. Mais pour l'instant, ça me plaît bien que les mécaniques interagissent entre elles et soient assez synergiques. Mais si on prend juste la mécanique en elle-même, moi je la trouve vraiment super bien parce que ça veut dire qu'on va toujours avoir des choses à faire avec notre mana en fait. Pourvu que la créature qui passe en hyperespace, elle a une entrée sur le champ de bataille ou elle a un effet permanent. Il y en a un par exemple qui crée des jetons par exemple, si tu joues des artefacts. Ça va être super intéressant parce que tu dis pour quelques manas de plus, tu peux avoir des effets avantageux. En fait, tu vas plus pouvoir utiliser ton mana et ça va faire des games plus remplis que des parties où on n'a pas ce genre de coût alternatif. Et du coup, on passe souvent des premiers tours, les premiers, deuxième, troisième tours à rien faire. Là, c'est vraiment encouragé à faire des actions en début de partie. Donc ça va faire peut-être moins de non-parties et plus des parties dynamiques. Donc voilà, je me projette un petit peu. Ouais, mais c'est trop bien, mais il faut faire attention aussi à pas trop gaspiller les cartes. En général, je sais que quand on débute, on a envie de tout jouer, et puis après tu te retrouves en milieu de partie et tu es au top deck. Ouais. C'est vrai que la première heuristique, ça va être de se dire, celui qui gagne plus, c'est celui qui joue plus de cartes, qui utilise le plus son mana. Le moins de mana tu utilises, le moins tu fais d'actions et le plus tu reprends de retard. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as fait cette règle-là, il faut te dire, est-ce que je suis obligé de le faire? Parce que ça m'apporte un avantage. Mais ça va être la deuxième lecture, je pense. On a la capacité de vide. Donc la capacité de vide, on va pouvoir la retrouver sur des permanents ou sur des éphémères des rituels. D'accord. Et la capacité de vide, donc du coup ça va être soit un effet bonus, soit un effet de remplacement sur les éphémères et rituels, par exemple. Et cet effet se déclenche que si un permanent non-terrain a quitté le champ de bataille ce tour-ci, ou qu'un sort est passé en hyperespace ce tour-ci. Donc la partie passée en hyperespace, ça va être assez lisible. En fait, on va avoir des cartes qui ont hyperespace. On va essayer que le coût d'hyperespace ne soit pas trop élevé pour pouvoir, dans le même tour, faire des créatures avec hyperespace et faire des
éphémères rituels permanents qui ont la capacité Void. Et moi, ce que je vais essayer de lire dans le set, c'est est-ce qu'on va réussir à remplir cette haute condition qui est un permanent non-terrain à quitter le champ de bataille ce tour-ci. Ouais. Pour moi, c'est un peu ça que je vais regarder et je vais peut-être plus valoriser les effets de sacrifice du coup. Ou les effets qui encouragent le trade. Ouais, bien sûr. Par exemple, si je me dis, il pourrait y avoir un format où une 3-1 pour 3, c'est une mauvaise carte parce qu'elle se fait trade par les 1. Et là, on pourrait se dire, c'est peut-être une carte intéressante si jamais si elle meurt, elle a un effet. Ouais, parce que l'adversaire ne va pas pouvoir prendre 3 points, il va trade avec une 1-1. Et toi, tu actives ta capacité de void en main phase. Quoi. Ouais. Donc, c'est un petit peu un changement de paradigme qu'il faut avoir avec ces capacités de void. Moi, je le trouve assez intéressante. C'est juste un bonus. Ce que je vais faire quand je vais lire ces cartes aussi, c'est que je vais m'assurer qu'au moins la capacité de base, si j'arrive pas à avoir le void. Là, par exemple, la capacité de base, elle est OK en vrai. -2/-2 pour 1, je la mets dans tous mes decks. Il n'y a pas de souci. Et l'effet supplémentaire est très bien parce que même si on a du mal à la déclencher et qu'on doit sacrifier une bête en attaquant dans un gros défenseur, et ben on peut quand même l'activer après, donc c'est pas mal. Mais m'assurer que si je suis au top deck et que je top deck une carte avec le void, elle soit quand même jouable. D'accord. Elle ne soit pas que jouable si elle a le void. Ça, c'est une autre créature avec le Void, donc du coup, elle n'a pas une capacité de remplacement ou une capacité bonus, mais c'est une capacité de déclenchement que si tu as rempli la condition. D'accord. Elle ne se déclenche pas sinon. Mais c'est exactement les mêmes conditions. C'est hyperespace ou permanent non terrain à quitter le champ de bataille. Et enfin, la dernière mécanique, c'est le jeton de module descente. Donc du coup, ça ressemble un petit peu à d'autres jetons artefacts. Comme genre cartes ou indices, j'imagine. Les indices, les nourritures, tout ça. On a eu des jetons sang aussi il n'y a pas longtemps. Ça fait partie de cette grande famille des jetons artefacts qui sont créés dans le jeu. Et du coup, celui-là, on peut payer 2 et le sacrifier. Et chercher dans notre bibliothèque une carte de terrain de base et le mettre sur le champ de bataille engagé. Il y a plusieurs trucs que j'adore dans Ça permet de ramper en vrai. Je pense que ça va être une de mes mécaniques préférées. Il y a plusieurs choses que j'adore. Déjà, il n'y a pas de restriction sur la temporalité contrairement aux maps. On n'est pas obligé de les faire en rituel, donc on peut le faire au moment le plus opportun. Il y a le fait que ça va avoir une synergie avec les artefacts, ça c'est plutôt pas mal. Il y a le fait aussi que ça va être une mécanique qui va nous permettre peut-être de rentrer plus dans un late game. Ouais. Où avant on passait de cartes, on avait du mal à les caster parce qu'elles coûtaient peut-être trop cher. Et là on se dit, si je mets suffisamment de générateurs de jetons modules de descente, je vais pouvoir avancer dans ce plan de jeu justement d'aller dans le late game. Ça va chercher un terrain de base, du coup ça fait du fixing aussi. Je ne suis pas contraint à un certain type de terrain, donc je peux vraiment aller chercher toutes mes couleurs. Donc là on peut se dire, je peux avoir une base verte avec pas mal de génération de modules de descente, de token lander en anglais, et je vais pouvoir fixer mes autres couleurs pour aller chercher des bombes ou des splashs ou des choses comme ça. Exemple, c'est mon tour, je joue un terrain, je casse 2, je vais chercher un terrain, du coup j'ai joué 2 terrains dans le tour. Exactement. Oh, c'est trop fort. Et du coup, s'il y a un peu des synergies sur le nombre de terrains ou sur un effet un peu touche-terre, on va pouvoir en profiter. Ouais, bien sûr. Et le fait qu'on n'ait pas de contrainte en rituel, par exemple, c'est que s'il y a un effet sur l'arrivée de terrain en jeu, on peut le faire pendant le tour de l'adversaire, sur les blocs. Et j'aime beaucoup qu'on soit libre aussi sur la temporalité parce que ça veut dire que, imagine, tu es un peu au top deck, tu as beaucoup de mana et tu as suffisamment de mana pour tout jouer dans ta main. Tu peux te dire, upkeep, donc à l'entretien, je vais sacrifier mon module de descente, je vais aller chercher un terrain et je vais essayer d'affiner mon deck. Ouais, bien sûr. Et essayer de toucher une carte active. Des cartes actives. Exactement. Okay. Donc il y a beaucoup de choses que j'adore dans cette mécanique. Ça a l'air et je pense que je vais beaucoup valoriser les cartes qui ont des modules de descente. J'aime aussi beaucoup parce que je suis un joueur qui aime bien, une fois que j'ai un petit peu l'avantage sur le board, contrôler ce qui se passe. Être sûr d'éviter le pire scénario qui est de se prendre la pire bombe du jeu et avoir toujours ma petite réponse en main. D'accord. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que si tu génères à peu près pas mal de modules de descente, tu peux passer un tour où tu dis à toi de jouer, tu attends avec ta réponse en main, et puis si l'adversaire fait rien ou rien d'intéressant, tu craques tes modules de descente, et en fait, tour d'après, tu peux et développer, parce que tu auras assez de mana, et développer, et garder ton interaction. En fait, tu aimes bien casser les rêves des gens. Exactement. C'est exactement ça. Je crois qu'on a parlé de toutes les mécaniques de l'extension. Super. Du coup, on peut commencer à passer sur les cartes. Et on va s'attarder, du coup, on va les faire couleur par couleur. Et on va s'attarder sur les cartes courantes et inhabituelles dans un premier temps. Je vais commencer avec le Pisteur tue tout destin. C'est une créature qui coûte 4, 3 incolores, 1 blanc. Alors, c'est une créature Drix et assassin. Quand cette créature arrive, exilez jusqu'à une créature non assassin ciblée jusqu'à ce que cette créature quitte le champ de bataille. Elle a hyperspace. Du coup... Et c'est une 2-3. Et c'est une 2-3. Alors,
Je peux dire un petit peu ce que j'en pense. Ok, vas-y. Déjà, j'aime beaucoup cette carte. D'accord. C'est une carte qui va te permettre, à différentes phases de jeu, d'être bonne. Si tu es un peu derrière, elle va pouvoir permettre de gérer une créature tant que l'adversaire n'a pas une réponse. Et si tu es devant, elle peut permettre d'enlever les bloqueurs pour attaquer. Donc, elle est assez polyvalente. On va voir s'il y a beaucoup d'assassins ou pas dans le set, parce qu'elle dit bien non-assassin. Tout à fait. Donc ça, c'est ce qui va être intéressant. Et ce qui est super intéressant dans la carte, moi ce que j'adore beaucoup, c'est qu'elle ne dit pas que la carte doit être contrôlée par un adversaire. Ouais, c'est ça. Ça peut aussi J'en être ta étais propre sûr. carte. Et ça, tu vas pouvoir faire des petites dingueries avec, je pense. Pour déclencher des arrivées en jeu, d'arrivées en jeu. Exactement. Ouais, bien sûr. Je me dis déjà, si par exemple, tour 2, j'ai joué une créature qui a un effet d'arrivée en jeu, je peux attaquer avec. Et après, deuxième main phase, une deuxième phase principale, je peux le déclencher pour son coup d'hyperespace qui est de 2 pour, entre guillemets, reprendre ma créature, Ouais, bien sûr. la mettre dessous. Et à la fin du tour, mon coup d'hyperespace fait que mon pister revient en zone d'exil. Je refais un déclenchement d'arrivée en jeu de ma créature que j'ai exilée. Il y a plein de possibilités combinatoires avec ça. J'aime beaucoup la carte, je trouve qu'elle est bien statée. Et il y a une polyvalence dedans. Tu peux le faire soit pour 2, 2-3 en plus, 2-3 pour 4, c'est super correct. C'est ok. Ouais. Et j'ai commencé à voir qu'il y avait quand même quelques jetons dans l'extension. Et ce que je me dis, ce qui est super bien, c'est que pour son coup d'hyperespace, par exemple, tu peux juste enlever un jeton à l'adversaire. S'il a une petite un drone ou quelque chose qui traîne, tu peux juste dire pour 2, je l'enlève, et puis dans un prochain tour, je te prendrai une plus grosse bête. Quoi. Je suis pas à l'abri que ce soit une très très bonne MCO et qu'elle soit bien meilleure que pas mal de rares du set. Enfin, ça commence très bien. Moi, j'adore ça. Je te dis la prochaine. Vas-y. Les fusées auxiliaires. Du coup, c'est un artefact équipement pour 5, 4 et 1 blanc qui dit, quand cet équipement arrive, crée un jeton de créature artefact 2-2, incolore robot et attachez-lui cet équipement. La créature équipée a +1/+2 et le vol, et il a équipement 3. Ok. Alors, je vais te dire ce que j'en pense et tu me dis, si je dis n'importe quoi. Déjà, ce que j'aime bien, moi, dans ce genre de carte, c'est que quand elle arrive à faire un truc, là, en l'occurrence, elle crée une 2-2. Ouais. Ensuite, c'est un équipement, donc c'est-à-dire que si on gère la bête, l'équipement il est toujours là, on pourra toujours l'équiper en fin de partie, je trouve ça toujours cool. Et donner le vol, donc c'est donner l'évasif, en partie limitée, le vol c'est très fort. Ouais. Donc moi je dirais que c'est une bonne Enco, même si 5 c'est un peu le bout du monde. Ouais. Voilà. Je pense qu'on peut la lire dans plusieurs sens cette carte. On peut se dire, est-ce que ça va être une partie très dynamique où j'aurai le temps de payer son coût d'équipement qui est quand même de 3, qui est assez élevé. 3, souvent tu peux pas faire beaucoup de choses par tour si toutes tes cartes volent 3. C'est pour ça qu'on essaye souvent de garder les cartes à 2 coups de mana ou des effets à 2 coups de mana parce qu'on peut plus facilement les combiner entre eux. 3 ça commence à être assez élevé. Donc ce qui est bien c'est que face value c'est que dès qu'on la joue la carte, pour 5 mana, on a une 2-2 mais on a le +1/+2 qui vient s'équiper dessus. Elle vient déjà équipée. C'est une 3-4. 3-4 pardon. C'est une 3-4 vols pour 5, ce qui est un peu le rate un peu moyen bof. 4 de Q pour tuer, c'est compliqué en vrai. C'est bien, mais c'est un peu trop tard. Je pense que pour 5 mana, tu peux avoir beaucoup mieux. Et si tu la joues pour une 3-4 vols dans les parties un peu dynamiques, ça va être un peu dur. Moi, je pense que là où la carte va briller, c'est vraiment quand tu te regardes avec l'adversaire et que les seuls points qui passent, c'est les points en vol. Ouais, bien sûr. À ce moment-là, si tu es sûr d'avoir une volante tous les tours qui peut bloquer ou qui peut attaquer, tu es très bien. Tu peux faire des tours où tu as 6 mana, tu te dis j'attaque avec ma créature équipée pour te mettre les points. Deuxième main phase, j'équipe sur une autre pour défendre et tu alternes un tour sur 2 avec une créature qui attaque en vol et une créature qui bloque en vol. Je pense que c'est bien pour les parties longues. J'ai peur que les sets récents sont de plus en plus dynamiques. Et que tu joues cette carte pour 5 mana et que tu sois dead on board, quoi. Enfin que ce soit trop peu pour te permettre d'avancer. Donc ça va se jouer à est-ce que le vol c'est important dans ma partie, oui ou non, est-ce que j'ai le temps de payer 3 mana par tour pour récupérer une nouvelle créature. Ok, d'accord. La prochaine, c'est une classique ça. Ouais, c'est ça. Lumière de bannissement, c'est une bonne carte. Alors du coup, quand cet enchantement arrive, exile un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cet enchantement quitte le champ de bataille. C'est un basique, on l'avait dans Fondation, on l'a dans ce set-là. Ça reste toujours un bon anti-bet. Le seul souci, c'est que si on nous gère l'enchantement, la bête elle revient. Mais en même temps, moi j'adore que ce soit un enchantement dans cette. Parce qu'en fait, avec la mécanique de station, tu vas avoir beaucoup d'artefacts. Et je pense que tu vas avoir beaucoup de gens qui vont
mettre en deck principal les anti-artefacts. D'accord. Et le fait que ce soit en enchantement, je suis pas sûr qu'on va se le faire gérer tant que ça. D'accord. Il y a bien sûr des enchantements à vert qui sont des effets type naturalisation qui tu peux choisir l'un ou l'autre, soit un artefact, soit un enchantement. Mais là, j'aime beaucoup que ce soit un enchantement pour le coup, et je le sens moins attaquable que si c'était un artefact. Donc je pense que ça va être toujours une bonne carte. Peu importe la couleur que tu vas pairer avec le blanc, tu pourras jouer tes lumières de bannissement. Si l'adversaire a trop d'anti-enchantement, tu pourras les retirer. Mais s'il en a peu, tu peux commencer à les accumuler. Et moi, je suis pas choqué d'avoir un deck avec 2-3 lumières de bannissement en fonction de deck adverse. Toujours une très bonne carte, j'ai pas de soucis. Surtout à vos avant-premières, si les adversaires ont des bombes, lumières de bannissement, on n'en parle plus, on avance. Je te fais la prochaine ? Ouais, bien sûr. C'est la Zélatrice Claire Lame. Donc du coup, c'est une 2-4 pour 3, 2 et 1 blanc. Elle a la vigilance, c'est un humain soldat. Et cette créature gagne +2/+0 tant que vous avez lancé au moins 2 sorts ce tour-ci. Bien, pas bien ? Alors moi, attention, hein. Alors, moi je parle pour moi. Ouais. C'est le genre de carte que j'affectionne énormément parce que moi j'aime beaucoup les bêtes qui ont 4 de cul. En fait, je me dis 4 de cul c'est dur à passer. À coup de 3, c'est une 2-4. Alors c'est sûr, elle a la vigilance, donc du coup elle peut mettre des petits coups en secret. Ouais. Et en plus, si tu joues une bête autour et qui te reste du mana et que tu as un petit éphémère dans la main, bam, tu peux la booster. Moi j'aime bien. Après, c'est toi le spécialiste. Non, je te propose de la lire de deux manières. Pareil, Okay. On va se dire, imagine tu es un peu sur la défensive, tu joues une 2-4, tu dis à toi, est-ce que ça va être suffisant pour stabiliser un board ? Moi, je pense que oui. Je pense que 2-4, c'est plutôt un bon body. Ça va permettre de gérer l'early game un petit peu, les petites créatures. Ça va faire en sorte qu'ils n'attaquent pas. Et derrière, toi, tu vas pouvoir mettre des coups de 2-4 vigilance. Donc, ça va devenir d'autant mieux si jamais tu vas pouvoir réussir à remplir la condition, jouer au moins 2 sorts ce tour-ci. Donc, ce qui est un peu embêtant, c'est que jouer 2 sorts ce tour-ci, ça veut dire qu'avant d'attaquer, tu vas être tap out, quoi. C'est-à-dire, tu joues tes 2 sorts, tu attaques, tu as une 4-4. S'il a une 2-2 et une 2-3 en face, il peut double bloc, il sait qu'il lui arrivera rien. Donc, je pense que c'est pas mal, mais qu'il faut que ta 4-4 puisse passer, quoi. Il n'y ait pas de double bloc possible en face. Et ce que je me dis, une des bonnes utilisations, c'est si l'adversaire sait que tu as des combats de trick en main, tu peux mettre un plus en plus, ou retirer un bloqueur. Tu peux facilement attaquer avec ta 2-4 vigilance. En face, il ne va jamais double bloc. Ok, du coup, moi j'ai une question. Ouais. Dans un limité, Ouais. tu en mettrais combien ? Au max ? Dans mon deck, Ouais. entre 0 et 1. Ok, donc une quoi. Donc une, je pense si j'ai pas le choix, c'est dans mes dernières cartes. Ah d'accord, ok, d'accord. En fait, par contre, dans un draft, ou même dans mon pool, c'est une carte que je vais bien garder sur le côté, parce que je me dis que si mon adversaire fait des sorties rapides et qu'il joue des 2-2 et des 3-2, elle sera parfaite. D'accord. Mais je vais plus la valoriser pour ses stats qu'autre chose. D'accord. En fait, c'est vraiment, est-ce que j'ai besoin d'une 2-4 ou pas ? Je pense que le reste va être peu relevant et ça ne m'étonnerait pas que cette carte elle soit difficile à faire fonctionner. On passe à la suite. Avant-garde, frappe aube. C'est une carte qui coûte 6 à lancer, 5 incolores, une plaine. Ça a le lien de vie. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez au moins 2 créatures engagées, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez, autre que cette créature. Ok, donc quand on dit autre que cette créature, c'est autre qu'elle-même, Oui. que l'avant-garde. Okay. Vas-y, qu'est-ce que tu en penses ? C'est trop fort. C'est incroyablement fort. Salut. C'est incroyablement fort. Ok, si tu veux, entraîne-toi à faire cet exercice. Allez, très bien. Le pire cas, le meilleur cas. Le pire cas, Le pire cas, c'est que j'ai dépensé 6 t'es un peu derrière. tout de suite. Imagine, t'es un peu derrière, il a plusieurs créatures en face. Et toi, t'es au top deck et tu top deck ça. T'as pas de créatures, lui il a 2-3 créatures. Si j'ai assez de mana, je la joue et du coup je me dis que je suis assez safe pour un sacré moment. Est-ce que tu te sens bien du coup ? Je me sens bien parce qu'elle a le lien de vie, c'est-à-dire que quand je vais bloquer, je vais gagner 4. Ouais. Si je suis devant et que j'ai des bêtes sur mon board, c'est énervé. Je vais mettre des tokens, je vais mettre des marqueurs +1/+1 toutes mes créatures. C'est fort. Je pense que c'est une carte qui est extrêmement bien, elle est bien quand t'es derrière, elle est bien quand t'es devant. Moi, il y a plusieurs trucs que je vais dire sur cette carte, c'est aussi ma capacité à attaquer pour avoir des créatures engagées, donc peut-être prendre plus des volantes, ou alors ma capacité à station,
parce que je peux très bien la jouer et station avec elle. Ça marche ça. Si vous contrôlez au moins 2 créatures engagées, donc il se compte lui-même en fait. Donc je peux dire est-ce que je peux station avec une créature attaquer avec une autre ou station avec 2 créatures dont elle-même. Donc en fait les prérequis sont pas si hauts que ça. Et mettre un marqueur plus en plus sur tout le monde, c'est incroyable. C'est incroyable. Le seul truc qui me dérange, c'est un peu le coup de 6 mana. Et je me dis peut-être que ça se perd bien dans un deck, tu vois, blanc-vert, où tu vas avoir des modules à sacrifier pour aller chercher des terrains. Et en fait, ce coup de 6, tu vas pouvoir le mitiger, en fait, tu vois. Mais c'est une carte où je suis prêt à faire un effort, jouer des cartes moins bien pour que cette carte fonctionne. Parce que, en fait, 4-5 de vie, l'adversaire, il attaque pas. Ouais, c'est vrai. S'il attaque pour mettre 4 points, mais qu'il perd une bête dans l'échange, il va pas attaquer, quoi. En tout cas, ça permet, quand tu es derrière, de pouvoir tu peux souffler un petit peu, quoi. Quand tu as égalité, ça te permet de casser la parité parce que tu vas mettre des marqueurs sur tes bêtes. Et quand tu es devant, ça veut dire que tu peux attaquer avec tes bêtes, donc l'effet va se déclencher sans que tu aies besoin de trop de setup. Je pense que cette carte est vraiment forte. Moi, ce que je vais regarder là-dedans, c'est son coup de mana en fait. Okay. Je me dis, la première, je la veux. Et encore, je vais travailler pour qu'elle fonctionne. La deuxième, je vais commencer à réfléchir un petit peu plus. Parce que je vais me dire, est-ce que je risque pas de perdre avant le tour 6 parce que en fait, j'ai trop de cartes à 6 en main et que je peux pas les jouer. La première, c'est à peu près sûr. La deuxième, je suis en train de douter. Je me dis... Est-ce que je suis pas gourmand? Est-ce que je suis pas gourmand? Est-ce qu'il vaut mieux juste un petit tricks de combat ou quelque chose qui me permet de tenir au moins ce début de partie pour que je perde pas le temps qu'elle arrive, quoi. Mais très bonne carte, j'adore. Drone Docker, c'est une créature artefact pour 2, un incolore, un blanc. Cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle. Quand cette créature meurt, mettez ces marqueurs sur une créature ciblée que vous contrôlez. C'est mignon. C'est mignon, quand elle arrive du coup c'est une 2-2 pour 2. C'est une 2-2 pour 2. Et quand elle meurt, elle met un marqueur, c'est ok en vrai. C'est ok. Est-ce que dans cette... Ouais, ce qu'on se disait tout à l'heure, tu sais, sur la capacité de Void, c'est que tu as envie que des créatures meurent. Ça fait partie des créatures où tu es un peu content qu'elle meure ou qu'elle trade parce que tu mets un marqueur autre part, quoi. Elle fait un truc quand elle meurt et tout. Ouais, c'est un artefact, je crois que c'est important pour ce set. Et ce qu'on peut se dire aussi, c'est que il y a le désavantage de ça. Moi, je connais ce genre de créature où en face, il va te proposer une 2-2. Toi, tu vas avoir ta 2-2. Tu dis, est-ce que je prends les points et j'attends d'avoir une deuxième créature pour mettre le marqueur ou est-ce que je trade? Et c'est le genre de créature qui te fait prendre des mauvaises décisions, je crois. D'accord. Tu sais, où tu essayes de vraiment tirer bénéfice au maximum de la créature. En fait, des fois, il faut juste... t'as une 3-2, j'ai une 2-2, on trade. Tant pis, j'ai pas le bonus, mais... J'entends. C'est plus une carte de cœur pour moi. Je te laisse sur la prochaine. Ouais. La prochaine, c'est l'expert du double soleil. Du coup, c'est 2-2 pour 3, 2 et 1 blanc. C'est une créature humain et soldat. Elle a la double initiative. Et pour 5, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Alors, je vais faire ce que tu m'as appris. Vas-y. Je suis pas bien. Le mec, il est sorti tour 1, tour 2. Je pose ça. En vrai, je suis assez content de la poser parce qu'en fait, c'est pour 3, j'ai une 4-4 en fait. Enfin, c'est une 2-2 qui a la double initiative. Mais, du coup, je suis quand même content. Si je suis en milieu de partie, que je suis pas bien, ça reste quand même un bloqueur. Et pour 5, si je suis bien, je peux booster mes créatures. Si j'ai du mana à dépenser, moi j'aime bien en vrai. Ouais. Je pense que c'est le genre de bête qui va souvent prendre un removal parce que déjà elle est assez craintive des removals, c'est une 2-2. On a vu tout à l'heure un effet qui faisait -2/-2, elle va se le prendre en pleine tronche, quoi. Mais j'imagine qu'en rouge aussi, il y a des anti-bêtes qui vont permettre de la gérer facilement. Je pense que ça va être un aimant à removal, cette bête. Mine de rien, c'est bien de faire tomber les removals, de forcer la main à l'adversaire. Double initiative, tu es assez content parce que, pour pas rappeler la mécanique, mais ça te donne l'initiative. Quand tu es dans une phase de combat que tu as double initiative, l'adversaire attaque, tu bloques, tu vois ce qu'il fait. Et toi, tu peux toujours réagir soit en faisant sa capacité, soit en la protégeant, etc. Mais c'est vrai que la double initiative, ça crée souvent des dynamiques où tu demandes à l'adversaire de bouger. Et moi, j'aime beaucoup cette carte parce que je me dis que même si jamais on se regarde, on a tous les deux des bêtes de chaque côté, je peux attaquer. T'as peur que je fasse son effet, les créatures gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour, donc tu vas faire des blocs bizarres où tu vas pas bloquer. Et moi, je peux juste dire OK. C'est le genre de carte qu'on peut mettre 2 fois dans son deck facilement, non? C'est le genre de carte où la deuxième devient un peu moins bien parce que la deuxième, l'effet de les créatures gagnent +1/+1 sont un peu redondants. Et je ne sais pas encore s'il y a beaucoup de compétition en 3 drops. Je pense que je jouerai toujours la première. La deuxième, je peux me poser des questions, mais je pense que je la joue aussi. En fait, ça va dépendre. Je crois qu'il y a un petit thème marqueur +1/+1 dans le set. D'accord. Si tu arrives à mettre des marqueurs +1/+1 sur cette bête, 3-3 double strike, on commence à parler. Ah, du coup, c'est dur de trouver, de mettre 2 fois la même deck dans le deck de Monsieur Robin, quand même.
carrément. Bah ouais, en fait, je trouve que c'est vraiment une chose qu'il faut considérer quand on évalue les cartes. C'est ok, la carte est bien ou pas bien, mais est-ce que la deuxième est bien ou pas bien? Ça change beaucoup de choses. C'est là où on commence à se poser les vraies questions, je trouve. Et les meilleures cartes, c'est celles que tu veux jouer en autant d'exemplaires. Oui, bien sûr. Mais très bonne carte quand même. Technique du double soleil. C'est pour 2, un incolore on plane. Une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. Si elle a un marqueur +1/+1 sur elle, piochez une carte. Ouais. Donc ça, c'est une petite trick de combat que beaucoup de joueurs affectionnent, surtout les joueurs débutants. Ils aiment bien mettre +1/+1 sur une bête. Et des gens comme Robin adorent tuer la bête sur qui. C'est exactement. Moi, c'est pas le genre de carte que j'aime beaucoup jouer parce que je me suis déjà fait trop attraper par des gens comme Robin. Et donc, du coup, j'aime pas trop les mettre dans mon deck. Ouais, c'est un peu un trick de combat qui te force un peu à jouer proactivement, quoi. Enfin, si tu veux la carte, tu vas essayer de la jouer, par exemple, peut-être en phase principale, parce que si ça se trouve, l'autre carte, c'est une carte que tu peux jouer qu'en rituel. Les marqueurs +1/+1, ça peut ne pas être si évident de les avoir. Donc la condition, elle n'est même pas remplie de base, et puis double strike. Ça peut être pertinent, enfin, ça peut donner des kills surprises, et c'est pour ça qu'on adore jouer ce genre de cartes, mais en même temps, ça peut ne pas résoudre grand-chose au trade, et ça se joue presque que de manière offensive. Ça peut se jouer en défense, mais sur un trade... c'est ça. En fait, le truc, c'est que si tu es en défense, que la personne à l'attaque et qu'elle a ses manas qui sont détapées, pas bon move. Ouais. Alors que des joueurs qui font cette erreur, il y en a tellement. Bah oui. Alors en fait, j'aurais préféré que cette carte mette un marqueur +1/+1. Ouais, bien sûr. Mais bon, je vois une vraie possibilité. Je me dis, si dans mon deck il y a beaucoup de marqueurs +1/+1, là je peux piocher une carte qui me parle. Et je vais commencer à me dire, c'est peut-être que cette carte elle est vraiment bien en fait. Mais si je pioche pas de carte, il y a moyen que je sois déçu et que je la rentre jamais dans mon deck. La prochaine, c'est Éjection d'urgence. C'est un éphémère pour 3 mana, 2 et 1 blanc. Il dit détruisez un permanent non terrain ciblé. Son contrôleur crée un jeton module de D7. Voilà, ça c'est ce genre de carte que tu vas adorer. On va se promettre. Mais ça crée pour l'adversaire en fait. Moi j'aime pas le Attends, détruisez un permanent de terrain ciblé. Ah d'accord, ok. Tu détruis une bête et tu donnes un truc. Ok, d'accord. Il existait un petit peu la même chose dans Mort de Brune où tu tuais une bête et la personne en face, la mécanique où tu piochais 2 et tu choisissais une des deux et tu la mettais en Elle manifeste. Ouais, manifeste. Donc ça c'est du coup, ça reste un anti-bête. C'est un anti-bête avec une contrepartie. Est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas? Pour 3. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, les bêtes coûtent pas si cher et sont assez bonnes. Moi, j'ai peur qu'avec cette carte, tu tues une carte en face qui coûte 3 de mana. Ok. Si je joue une carte à 3, que je la trouve trop forte et que je veux la tuer avec un éphémère qui coûte 3 mana, j'ai pas gagné de mana en échange et je lui ai donné un jeton de mana. Ouais, c'est pas ouf. Du coup, Ça- c'est un mauvais anti-bête. C'est un attrape-tout en même temps, tu vois ce que je veux dire? Si jamais tu te dis, la carte qui te fait peur, c'est pas une créature, mais c'est un enchantement ou c'est un... Cette carte sera tout le temps jouée. Et la contrepartie, tu ne donnes pas une vraie carte, tu lui donnes un jeton qu'il faut qu'il active. Ouais. C'est pas mauvais. Je peux jouer la première si jamais mon deck manque d'interaction. La deuxième, j'ai commencé à me dire que c'est beaucoup de ressources que je lui donne à mon adversaire. Peut-être que je vais pas le payer au moment T parce que j'ai géré ma menace, mais peut-être que le fait de le débloquer sur son mana, Ouais, bien sûr. je peux avoir le retour de bâton plus tard, quoi. Je vais la jouer, mais je vais faire attention quand je vais la jouer, et surtout c'est le genre de carte que j'aime bien ne pas jouer trop tôt dans la partie. D'accord. J'aime bien attendre, utiliser mes autres removals d'abord, et utiliser ce removal là une Vers fois la qu'il fin. est bien établi, Ouais, qu'il a qu'il déjà a plein de plein de terrain, mana, ouais. et que le terrain en plus va rien lui changer en fait. J'avais pas vu que ça donnait un. Je pensais que c'était je pensais qu'on détruisait On une est là pour créature ça, et qu'en plus on mettait une. On est là pour ça, le niveau 1 c'est lire la carte. C'est vraiment... Et moi j'arrive le jour des AP, des fois j'ai lu à l'envers les cartes, donc on débriefe tout ça ensemble. Et si ça se trouve on en a mal vu, donc n'hésitez pas à nous le dire. Sauveur en exoscaphandre. Une 2-2 pour 3, donc 2 et 1 blanc. C'est un humain soldat avec le vol qui dit, quand cette créature arrive, renvoyez jusqu'à un autre permanent ciblé que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est déjà elle a l'évasif, donc elle a le vol. Et que quand elle arrive, déjà elle fait quelque chose. Et elle peut renvoyer jusqu'à une autre permanente. Donc n'importe quel permanent. Ouais. Donc ça peut être par exemple un enchantement. Ouais. Donc si par exemple la personne elle nous a pris un enchantement, elle nous a joué lumière de bannissement, et ben on peut récupérer notre bête. Bon, on va la perdre juste après, mais ça fait de la tempo. Non, j'aime bien, moi, c'est une bonne carte. Ouais, c'est pas mal. Du coup, ça cible que un permanent que tu contrôles. Ah,
Sinon, ce serait vraiment excellent. Ah, du coup, ça marche pas, lumière de banissement. Ouais. Ok. Donc, du coup, ça peut... Pas celle de l'adverse. Mais la tienne, tu peux la reset, quoi. Si jamais tu as pris une petite bête pour l'empêcher de dévorer trop vite. C'est comme le Kirin dans... Exactement. Sauf que celui-là coûte 3 mana, signe de 2 vol. Mais c'est exactement ça, tu vois. Donc, quelque chose à toi. Généralement, tu vas essayer de faire c'est moins bien que le Kirin parce qu'elle a pas le flash. Elle a pas de flash, elle a pas d'effet de pioche. Si ça se trouve, des fois, tu vas la... En fait, il faut se dire... plus je la lis, moi je l'aime bien. On fait l'exercice. Si t'es pas très bien, si en face, tu t'attaques avec des 2-2, des 2-3 qui n'ont pas le vol, mais le but, c'est de te mettre à 0 le plus vite possible. Tu joues une 2-2 pour 3, tu n'actives pas son effet, et que tu vas échanger contre une 2-2 en face, t'es pas très content. Donc ce que tu vas vouloir faire quand tu vas jouer cette carte, c'est jouer des cartes qui valent 1 ou 2, et qui ont des effets d'arrivée en jeu que tu vas pouvoir reprendre dans la main et faire de la value avec. Je pense que c'est une carte situationnelle, quand tu as déjà tout le reste qui fonctionne. Elle va se rajouter, mais elle-même ne fonctionne pas toute seule. Ça va être une carte un peu dangereuse. Moi, ce que je vais regarder là-dedans, c'est surtout le vol, je pense. Est-ce que le vol va m'apporter des solutions? Est-ce que je peux faire des trucs mignons avec le fait de la renvoyer en main? Mais globalement, j'y crois pas trop à cette carte. En fait, plus je la lis, plus je la trouve nulle. Ok. Coordinateur de décollage. C'est une 3-3 pour 3, 2 incolores, une plaine. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez au moins 2 créatures engagées, vous gagnez 2 points de vie. Génial. Du coup, je vois qu'il y a une mécanique engagée. Ouais. Ça, je ne l'avais pas lu à la première lecture, mais il y a une mécanique engagée qui colle bien avec la mécanique station, du coup. Tout à fait. Gagner des points de vie, c'est toujours bien dans une partie. Une 3-3 pour toi, ça me paraît très honnête comme stat. Ouais. Elle a des effets. Moi, j'aime bien cette carte. Ok. Je dis pas qu'elle va changer mon deck quand je vais la poser, mais 3-3 déjà, ça attrape pas mal de trucs. Ouais. Ok. Moi, je pense qu'il faudrait me payer pour jouer cette carte. Je pense que ça fait trop peu. D'accord. L'effet est mignon, mais sans plus, il ne génère pas tant d'avantages. En fait, je vais la garder, je pense, en sideboard, et si l'adversaire est très agressif, je vais essayer de la rentrer. Ce que j'aime bien, c'est que le body 3-3, je vais me dire, il résout des solutions, et que quand j'essaye de tourner la page, donc de passer du défenseur à l'attaquant, il va me générer des points de vie, donc je vais être incité à, du coup, attaquer, je le ferai avec moins de risques. Ok. Mais globalement, cette carte, si l'adversaire me joue ça au tour 3, je peux un peu l'ignorer. Je peux un peu me dire, j'ai pas joué mon anti-bet. Au pire, il me bloque, mais il me gêne pas tant que ça, quoi. Je crains pas grand chose, c'est une 3-3. Ok, d'accord. Au pire, c'est une 3-3 qui me bloque. Au pire, il attaque pour 3, il gagne des points de vie. Peu importe. Enfin, il n'a pas des synergies où il va commencer à créer de la valeur, des choses comme ça. 3-3, c'est pas menaçant. Enfin, on arrivera à la double bloc avec 2-2-2 plus tard, donc je me dis, il n'y a pas trop de sujet. J'ai du mal à la voir faire le cut, mais en même temps, pourquoi pas contre les decks offensifs? Si tu joues un deck aggro, du coup je défends un peu. Ouais, vas-y. Si tu joues un deck aggro, tu as joué un truc tour 2, tu joues sur 3, tour 4, tu engages elle, et donc une autre bête. Si ton adversaire il l'a pas géré, tu vas prendre 3, l'autre on va dire que tu l'as bloqué. Tu gagnes 2 points de vie, c'est ok non? Non, c'est nul. Ok. Ça, enfin, à chacun de juger. Moi, c'est mon avis. Je pense qu'elle fait trop peu. On n'a pas encore vu tout le reste du set. Là, on découvre les cartes. Elle vient juste de spoiler le full set, quoi, complet. Je pense que ça fera trop peu. Mais je ne suis pas à l'abri de revenir sur cette carte derrière. Elle me dit, ce que je n'avais pas, c'est que le body 3-3, c'est le body parfait dans le format parce que ça prend ça, mais ça prend pas ça, etc. Ça, c'est des choses qu'on a souvent en deuxième lecture de format. C'est de se dire, de base, moi, de ce que je connais des removals et des dynamiques de jeu, ça fait souvent ça. Et là, de se dire, mais spécifiquement dans ce format-là, c'est bien parce que tu... Et ça m'arrive souvent de le faire, donc je ne serais pas à l'abri de me dire plus tard qu'en fait, c'est la meilleure commune en blanc et que tu avais raison depuis le début. Tir concentré, ça coûte une plaine. Le tir concentré inflige X blessure à une créature attaquante ou bloqueuse ciblée. X étant 2 plus le nombre de créatures ou de vaisseaux spatiaux que vous contrôlez. Pour une plaine en éphémère, tu colles 2 minimum, c'est hyper bien. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ce genre d'effet, d'habitude, il coule juste 2 ou 3 et pas plus loin. Alors, ça gère beaucoup de choses 2 ou 3, mais quand tu arrives dans un peu la fin de partie, 2 ou 3, c'est pas suffisant. C'est pas ce que tu as envie de gérer. Certes, tu tues une bête, mais c'était une bête à 2 mana, enfin, c'était pas du tout ce que tu avais envie. Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'au fur et à mesure que tu développes, donc ça t'incite à te développer, et tu peux garder un mana de plus sur le côté, et ça peut mettre 3, 4, 5. Quoi. Moi, je la trouve pas mal cette bête. Ouais, c'est hyper bien. De toute façon, à partir du moment où tu tues une bête, enfin, où tu peux.
Un spell de gestion, en général, c'est plutôt. Moi, je les vise plutôt quand je fais une AP ou quand je fais un draft. Nombre de bêtes et de vaisseaux, moi je trouve ça vraiment bien. Enfin, j'aime beaucoup cette carte. Je trouve que c'est une carte qui permet de jouer dynamiquement, qui permet à la fois de développer et d'avoir un petit sort sur le côté pour te protéger, notamment si l'adversaire a du double strike ou des trucs comme ça, enfin qui peut faire des effets un peu mignons. Très bien, j'adore cette carte. En plus, c'est une condition qui n'est pas forcément très compliquée. Hein. Ouais. Non, je pense que j'en jouerais pas mal. Par contre, si je joue un deck où je joue tir concentré, j'aimerais bien avoir un peu plus de 15 créatures. Ouais. Si je peux être à 16-17, je suis un peu plus confiant. La prochaine, c'est Honneur. En rituel pour un mana blanc, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée, piochez une carte. Moi, j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que du coup, c'est une carte qui se rembourse. Ouais. T'as coûté une plaine, certes, mais tu vas la jouer quelque chose. Déjà, elle permet de cycler ton deck. Ouais. Tu joues la carte, tu pioches une carte. Moi, j'aime bien ce genre de carte. Ça rend une bête plus grosse. C'est pas incroyable, mais ça fait le taf. Moi, le fait qu'elle se rembourse, déjà, ça me plaît. Bah, en fait, ça va un peu dépendre aussi de la dynamique du format. Parce que je commençais à parler des bodies tout à l'heure, mais c'est vraiment une des choses les plus dures à analyser dans un format. Se dire cette carte est bonne parce que c'est spécifiquement une 3-3 ou une 3-4 ou une 2-4. Et il y a souvent ce qu'on appelle les formats 3-2 et les formats 2-2-3. Okay. Les formats 3-2, c'est quand ta bête à 3, c'est une 3-2. Et quand l'adversaire il joue la même chose, t'attaques dedans, on trade. Et les formats de 2-3, c'est qu'on a chacun une 2-3, et je peux plus attaquer dedans ta 2-3 parce que ça ne servit à rien, j'ai juste une créature engagée. Et je pense que cette carte, elle brille plus dans les formats de 2-3 du coup. Parce que si ma 2-3 elle devient 3-4 et que tu as une 2-3 en face, bah là je peux attaquer ou alors je peux te la manger. Alors que si je passe d'une 4-3 à une 3-2 en face, bah on trade pareil en fait. Donc les bodies vont un peu déterminer pour moi si cette carte est bien, plus est-ce que j'ai envie d'avoir des marqueurs +1/+1. Et si jamais j'ai envie d'avoir des marqueurs +1/+1, cette carte est incroyable. Parce qu'elle se rembourse en fait. Et si je crée un removal, j'ai juste à attendre que l'adversaire soit dans un spot où il ne peut pas jouer de removal, quoi, il soit tapé. Et ça ne me gêne pas tant. Donc je pense que cette carte est pas si mal si on cherche la synergie marqueur +1/+1. Ou si ça débloque des choses au niveau des bodies. Ça permet de commencer à attaquer ce que tu ne pouvais pas faire avant. Sinon, je pense que c'est pas une carte que je jouerais spécifiquement. Ouais, ça, au maximum, tu en mets 0 ou 1, mais tu n'en mettras pas 2. Quoi. Bah, en fait, ce que j'ai peur, c'est qu'il faut laisser beaucoup de place aux bêtes en fait, dans ce genre de deck. Si tu veux jouer ça, imagine que tu es en main, tu as beaucoup d'effets qui demandent des bêtes. Par exemple, Honneur qu'on a vu avant, peut-être tir concentré, on en a moins besoin. Mais si tu joues beaucoup de tricks comme ça qui ont besoin de bêtes et que tu n'as pas assez de bêtes, bah, tu vas juste la regarder dans ta main et rien pouvoir faire. Quoi. Ou alors tu peux mettre un marqueur sur une bête adverse. Bah, c'est nul. C'est un peu nul. Capitaine Chevalier Honoré. Ouais. Quand cette créature arrive, créez un jeton de créature 1-1, blanche, humain et soldat. Pour 6, sacrifiez cette créature, cherchez dans votre bibliothèque une carte d'équipement, mettez-la sur le champ de bataille, puis mélangez. Alors, de base. De base, pour 2, tu mets 2-1-1. Ouais. Donc du coup, dans les mécaniques qu'on parlait tout à l'heure, sur par exemple tir concentré, ça c'est le genre de carte qu'on va apprécier. Ouais. Et puis toutes les cartes qui disent il faut que tu aies 2 créatures engagées, bah du coup là tu as 2 créatures, quoi, ça compte. Tu as 2 créatures. Et si tu la joues en fin de partie, elle pourra te débloquer quelque chose au bout d'un moment. Quoi. Ouais. Elle pourra te débloquer, par exemple, aller chercher pour 5 l'équipement qui donne le vol. Exactement. Il était vraiment bien. Ouais. Moi, je pense que cette carte est incroyable. Je crois que ça va être un des meilleurs de drop en blanc. Pour les raisons qu'on a citées avant. Et moi, je valorise vraiment la partie, surtout en CD, donc pendant vos avant-premières. Les formats sont un peu plus lents, un peu plus le temps de faire ta tambouille et tout. Et je me vois payer 6 mana pour sacrifier la créature et pour aller chercher une carte d'équipement. Donc je pense que ça a vraiment de la valeur cette dernière ligne de texte. Et je pense qu'il y a des bons équipements, enfin on va voir s'il y a des bons équipements, mais cette carte va être d'autant mieux qu'on arrive à choper des bons équipements dans notre deck. Mais juste si je peux mettre juste un équipement. En fait le problème c'est que chercher dans la bibliothèque une carte d'équipement. C'est-à-dire que si l'équipement on l'a déjà pioché, il faut qu'on en ait suffisamment quand même pour que cette partie-là elle soit relevante. Mais juste une de 2 pour 2, enfin 2-1 pour 2, ça me paraît suffisamment bien. Moi je suis convaincu que cette carte c'est une... Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, très bien. Sommité Chevalier. C'est une 3-2 pour 4. Quand cette créature arrive, créez un jeton de créature 1-1 blanche, humain et soldat. Et elle a Hyperspace. Qu'est-ce qu'on en pense? Alors pour 2, je peux mettre une 1 en Hyperspace et je peux la jouer plus tard. En fait, juste pour revenir sur Hyperspace, c'est un peu comme l'aventure en fait. Est-ce que c'est un peu comme l'aventure?
Sauf qu'au lieu d'avoir un texte différent, bah, tu as 2 fois le même texte. Quoi. Ouais. Mais au niveau des synergies, c'est un peu différent parce que, tu vois, l'aventure, ça faisait un éphémère ou un rituel. Et du coup, il y avait plus de synergie éphémère-rituel. Tu n'étais pas à l'abri que quand tu étais avec bleu-rouge spell, on jouait beaucoup de créatures avec l'aventure parce que ça comptait comme des sorts. C'est ça qui était bien. C'est que tu avais les deux en fait en un. Là, on va pas aller dans la synergie spell et on va rester plus dans la synergie créature. Mais en fait, ce qui est bien, parce qu'il y a beaucoup de choses qui synergisent avec les créatures en fait, dans ce blanc déjà qu'on a vu. Il y a le fait de les engager pour la station, il y a le fait d'avoir des créatures engagées. Donc en fait, on comptait le nombre de créatures tout à l'heure sur l'éphémère blanc. Donc en fait, c'est limite mieux dans notre cas d'être en hyperspace. Ok. Donc ce qu'on peut se dire, cette carte, c'est tu la joues tour 2. Elle est bien en 2, hein. Ouais, un hyperspace space tu mets une 1-1. Tu mets une 1-1. Et plus tard dans la partie, elle revient. C'est une 3-2 avec une 1-1. Ouais. Bah écoute, dans la mécanique où on veut avoir pas mal de bêtes, moi je trouve ça ok aussi. Hein. Moi je trouve ça ok aussi. Je trouve ça ok. C'est pas des gros bodies, c'est pas énorme. Mais ça fait de la value quand même. Si tu regardes en cumulé, ça fait que pour 6 mana, tu as une 3-2 et 2-1. Si tu as besoin de body, je pense que c'est pas mal. Il y a un moment, en termes de power level, je vais peut-être me limiter sur ce genre de carte. Peut-être que je vais jouer la première, je vais sûrement jouer la première. Je vais peut-être jouer la deuxième. Je pense pas que je vais jouer la troisième. Okay. Parce qu'il y a un moment, les 3-2 et les 1-1, c'est pas ça qui va me débloquer ma partie. C'est sûr. Certes, ça te fait un board un peu large, donc ça a des effets de pump de masse, comme celle qu'on a vu tout à l'heure pour 5 mana, tu mets de plus en plus à tout le monde, ça fonctionne. Mais en termes de mana, c'est énormément de mana. Et t'as peut-être pas besoin des 3 pour avancer dans ce monde jeu-là, peut-être que la première ou la deuxième ça suffit, et après on essaie de trouver un peu plus de power level quand même dans les cartes, un peu plus d'interaction, un peu plus de value. Je te fais la prochaine. Vas-y. Chevalière du luxe, ouvreuse de brèche. Donc c'est une 2-2 pour 4, 3 et 1 blanc. Humain et chevalier, cette créature arrive avec un marqueur plus 1 plus 1 sur elle pour chaque autre créature et ou artefact que vous contrôlez. Moi je trouve ça coûte un peu cher. Hein. 4 mana, ouais. Alors c'est sûr que tu veux pas le jouer dans un deck où c'est la première carte que tu joues, quoi. Mais après, avec la thématique où tu mets plein de bêtes, du coup, pour 4, tu peux facilement avoir une 4-4. Ouais. À partir du moment où tu as 2 bêtes sur champ de bataille, c'est ok. Ouais. Mais bon, après, le problème, c'est que, je sais pas moi, tu joues la carte, en réponse, tu détruis la bête, du coup, ça gagne un marqueur de moins, je sais pas. Si j'ai rien d'autre à jouer, quoi. À partir de combien de marqueurs tu trouves que la carte elle est bien? À partir de 3 bêtes sur champ de bataille. Ouais, je suis un peu d'accord. Si tu as une 4-4 pour 4, c'est cool, mais en fait, tu te mets la contrainte qu'il faut que tu aies les prérequis pour que ça marche. Donc, tu n'as pas gagné grand-chose, quoi. À partir du moment où tu as une 5-5 pour 4, là, je commence à me dire, bon, bah, ok, tu as travaillé, enfin, tu as fait ce que tu devais faire. Et... Pour une commune, c'est vraiment pas mal. Typiquement, si j'en ai plusieurs de ces cartes-là, je suis pas sûr d'en jouer plusieurs. Je pense que la première peut être pas mal. Et dans un type de deck où, en fait, toutes mes cartes valent malement, quoi. Toutes mes créatures, elles valent 1, 2, 3. Yes. Et ça, c'est ma fin de cœur. Si jamais j'ai pas trop de quoi profiter du fait que j'ai plein de créatures, bah ça, c'est un payoff, quoi. Et à un moment, si c'est une 6-6 ou une 7-7 pour 4 et qu'elle est obligée de bloquer tous les tours, c'est pas mal. J'ai l'impression que dans le blanc, la thématique, ça va être de jouer plein de bêtes. Ouais. Ouais, je pense que ça va être d'être assez large et après de pouvoir bénéficier des effets. Un peu avec celle-là. Elle n'a pas d'évasion, donc... En vrai, ce qui plaît beaucoup aux débutants, c'est justement d'avoir plein de bêtes. Comme ça, on a la sensation d'être un peu protégé et tout. Ouais. Ça peut être une bonne couleur à prendre si... Mais tu vois, imagine que tu joues contre un autre deck blanc qui a plein de petites créatures. Ah ouais, c'est l'enfer. Toi, ça peut être une 10-10 ou une 20-20, celle-là. Ah oui. Moi, je me dis en face, pas de problème. Je la bloque tous les tours. Et en attendant, toi, elle est engagée, donc elle peut pas bloquer. Et moi, j'attaque dans... Donc en fait, sa taille va pas servir si jamais l'adversaire peut mitiger le fait que ce soit qu'elle n'ait pas d'évasion. Donc peut-être à toi de créer l'évasion à ce moment-là en lui rajoutant le vol, comme on disait tout à l'heure par exemple, tu vois, avec l'équipement. Ça fait un peu de mauvaises cartes pour créer une bonne carte, mais pourquoi pas, tu vois, des fois il faut être un peu innovant, il faut être un peu créatif dans ce genre de situation. La prochaine, c'est l'As de l'escadron plus A. Donc c'est une 1-2 pour 2. Humain et pilote, quand il arrive, regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de vaisseau spatial parmi elles et les mettre dans votre main. Mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Si vous n'avez pas mis de carte dans votre main de cette manière, mettez un marqueur plus important sur cette créature. C'est une 1-2 pour 2. Le pire cas, c'est quand même si tu as le marqueur plus 1 plus 1. Je crois que le meilleur cas, c'est de piocher une carte. Donc le pire cas, en fait, c'est une 2-3 pour 2. 2-3 pour 2, c'est des stats. Hein. C'est des stats, je suis d'accord avec toi. Et c'est un marqueur plus 1 plus 1, ce qui est intéressant dans cette extension aussi. C'est vrai, parce que du coup, ça trigger d'autres effets. Ouais. Du coup, c'est une carte ok en vrai.
Toi, tu penses qu'il faut jouer à peu près combien de vaisseaux du coup pour être sûr de toucher 3. Sur 5 cartes? Ah, C'est regarder les 5 cartes du dessus. Dans un deck dans de 40 cartes. carte 44, je dirais 4. On va se dire que, ok, c'est pas un deck de 40 cartes, on va se dire que tu as pioché tes 7 cartes en main, plus 2 parce que tu la joues tour 2, et que tu es sur la draw par exemple, pourquoi pas. Donc tu as déjà pioché 9 cartes, il te reste 31 cartes dans ton deck, tu en regardes 5 parmi 31. Du coup, je me suis pas trompé avec 3. En vrai. 3, ça va. 3, c'est pas beaucoup. Ah ouais? 3, je suis même pas sûr de les toucher. Là. Ok. Je crois qu'au niveau des stats, on est très très faible sur Mais cette après, carte. est-ce qu'on veut la piocher, la spatiale, comme tu disais? Le vaisseau Enfin, spatial le vaisseau spatial. Ah, peut-être qu'on veut juste une 2-3, mais avec un marqueur. Peut-être que c'est juste un petit bonus. On n'est même pas obligé, on peut l'avoir la carte le vaisseau spatial et dire non, pas assez. Ah oui. Mais en fait, si on se dit, moi mon objectif c'est que cette carte elle me pioche une carte. Ce qui serait super bien. Pour 2, 1-2 qui pioche une carte, c'est trop bien. Et qui pioche une carte active en plus, un vaisseau spatial. Ça veut dire que je dois avoir un deck avec beaucoup de vaisseaux spatiaux. Moi j'imaginais plus un nombre entre 5 et 6 en vrai, pour que ça marche. Donc il y a beaucoup. Double. Bah, Attends, mais du coup, il faut vraiment que les vaisseaux spatiaux ils soient énervés quand même. bah oui, en fait, ça marche pas d'avoir beaucoup de vaisseaux spatiaux. Parce que les vaisseaux spatiaux, ça veut dire qu'il faut des créatures pour les piloter, derrière, enfin, pour les piloter pour les stations. Et il y a un autre truc que j'ai pas dit d'ailleurs sur les stations tout à l'heure, c'est tu sais, s'ils ont plusieurs capacités d'envol, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais tu sais qu'ils ont plusieurs seuils, ils peuvent pas se piloter eux-mêmes, ils peuvent pas se station eux-mêmes. D'accord. C'est un autre truc que j'ai dit. Donc, en fait, j'ai l'impression que beaucoup de vaisseaux spatiaux, ça fonctionne pas. Et cette carte demande d'avoir une masse critique de vaisseaux spatiaux. J'ai peur que ce soit une fausse bonne carte. Ok. J'ai un peu peur de ça, que ce soit un attrape débutant sur la partie, il faut mettre tous mes vaisseaux spatiaux dans mon deck et qu'en fait, tu te retrouves avec des vaisseaux spatiaux que tu peux jamais station et que en fait, t'as pas de board et que t'as payé du mana dans rien. Donc faire attention à cette carte. Elle peut être bien si le reste du deck est bien et il faut se dire que c'est pas grave de louper et peut-être de pas en mettre beaucoup et peut-être que 3 en fait c'est le bon nombre parce que tu te dis faut mieux en avoir peu mais que des bons que en avoir beaucoup et que ton deck ne soit pas fonctionnel. Frappe rayonnante. Ouais. C'est un éphémère pour 4. Détruisez une cible artefact ou créature engagée, vous gagnez 3 points de vie. Ça, moi, je trouve que c'est un anti-bet très honnête en limité. Ça détruit une bête, ou même un artefact, donc c'est polyvalent. Et en plus, tu gagnes des points de vie. Ouais, puis on m'a dit que comme les vaisseaux spatiaux sont des artefacts, tu as envie de les toucher dans ce format. En plus, c'est une éphémère, donc tu peux la jouer pendant le tour de l'adversaire. Et du coup, ce qu'on disait sur Lumière de bannissement, c'est qu'elle ne se fait pas toucher par la frappe rayonnante. Ah ouais. Pour l'instant, elle est safe, notre. C'est vrai. Et ouais, c'est du bon texte. C'est du bon texte, ça coûte juste un peu cher. Plus la partie est lente, plus je veux la jouer. Plus la partie est rapide, plus c'est pas possible. J'entends. C'est trop bien. La troupier Relam, c'est une de 2 pour 3. Quand cette créature, donc c'est un humain soldat, quand cette créature arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Donc ça peut être elle-même. À chaque fois qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez avec un marqueur +1/+1 meurt, créez un jeton de créature 1/1 blanche, humain et soldat. Et elle a hyperspace pour 2. T'as besoin de la relire là, il y a beaucoup de texte. Ouais, elle est longue en vrai. Moi ça me l'a rocké en vrai. Quand cette créature arrive, tu mets un marqueur sur une créature, tu peux le faire en hyperspace, donc elle est polyvalente. Ouais. Tu peux faire hyperspace pour 2. Après, au tour 3, tu peux la jouer, la caster. En vrai, ça m'a l'air d'être une très bonne carte. Hein. Je pense que, en plus, elle rentre dans le plan jeu que tu as envie d'avoir avec blanc, c'est de poser des bêtes, de mettre les marqueurs dessus pour pouvoir attaquer tous les tours et désengager tes bêtes. Le scénario parfait, c'est imagine tu mets une 1-1 pour 1. Pas de capacité, on s'en fiche, tu vois. Une petite 1-1 pour 1. Tour 2, tu fais hyperspace, tu mets un marqueur. Tour 3, tu le remets hyperspace, tu mets un marqueur. Tu commences à enfiler les points. Là. Ouais, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Et le petit effet passif de dire que si une créature, donc du coup une créature non jeton avec un marqueur meurt, tu mets une 1-1. Je pense qu'il est vraiment bien dans la situation de race où on se disait tu dois chum block tous les tours ou des choses comme ça. Ça coupe le nombre de créatures. Je crois que cette carte elle est vraiment excellente. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je crois qu'elle est vraiment bien. J'ai hâte de l'ouvrir. Rediriger les systèmes. Choisissez une cible, artefact ou créature avec un indestructible jusqu'à la fin du tour. Ou rediriger les systèmes infligent 2 blessures à une autre créature engagée cible. Ouais. Ça me gêne un petit peu la partie créature engagée ciblée, donc on n'est plus dans le système de attaquant ou bloqueuse, alors que bloqueuse des fois c'est bien parce que tu peux le faire, attaquant ou bloqueuse tu peux le faire aussi en attaquant. Là c'est vraiment un spell un peu plus défensif j'ai l'impression. Mais alors ce qui est bien, c'est que c'est polyvalent.
tu peux ou protéger une bête ou en détruire une qui est agressive. On a regardé pas mal de cartes. Bon, même si dans le blanc j'ai l'impression qu'il y a une thématique avec des marqueurs +1/+1, mettre 2 blessures, j'ai l'impression que ça tue toutes les bêtes. Ouais. En fait, moi ce qui me gêne, c'est que pour l'instant on a vu des bonnes cartes dans l'archétype. J'ai envie de mettre des marqueurs sur mes bêtes et attaquer. Mais on n'a pas vu le deck défensif blanc. Ouais. Et ça, c'est une carte de deck défensif blanc, okay. Tu vois. C'est vraiment quand tu es en réaction, tu protèges tes bêtes parce que tu es en train d'installer une combinaison de bêtes. Ou alors tu te fais attaquer, tu veux mettre des blessures sur la créature engagée. J'ai peur que ce soit une bonne carte, mais qu'il n'y ait pas d'archétype vraiment qui le supporte. Mais en tous les cas, si tu joues un deck un peu défensif, bah, tu as envie d'avoir cette carte. Okay. Elle est vraiment pas mal. Dans la tu mets menthe et basilic, les trois. Et la menthe, tu les mets assez tôt, menthe et basilic. Merci. Esquive de sauvetage, du coup c'est un vaisseau spatial. Est-ce que c'est le premier qu'on voit là? Je crois que c'est le premier. C'est le premier qu'on voit. Nice. Quand ce vaisseau spatial arrive, envoyez sur le champ de bataille une carte de créature ou d'enchantement ciblée depuis votre cimetière. Donc à la capacité station, et quand on a mis 10 marqueurs charge dessus, donc on a mis 10 de pouvoir dessus, ça devient une 5-6. Ça devient une 5-6. Avec le vol? Ouais, elle coûte 6 mana. 5-6 vol, t'as raison. Ça m'a l'air d'être très mauvais. Ouais, bah imagine-toi dans un scénario, même pas où t'es derrière, juste vous êtes un peu à égalité. Ouais. Tu payes 6 mana, t'as des cartes en main qui interagissent avec le board et t'as celle-là. Et tu ramènes ce champ de bataille directement? Ouais, sur le champ de bataille. C'est sur le champ de bataille quand même. Ouais, c'est pas mal. Le fait que tu ramènes ce champ de bataille, c'est pas mal. Ça dépend ce que j'ai dans mon cimetière. Hein. Je pense que j'aime pas trop quand même. Ouais, je pense que j'ai un peu du mal aussi. J'ai pas trop vu de mécanique où tu peux te meuler des cartes parce que généralement c'est le genre de cartes là, t'as envie de les combiner à des cartes qui te font te meuler. Ou des cartes de sacrifice, enfin de défausse pioche pour choisir un peu ce que tu mets dans ton cimetière et les reprendre. 6 mana pour bénéficier conditionnellement d'un effet. Et encore, quand tu payes 6 mana, tu vas reprendre quelque chose, mais tu vas sûrement prendre quelque chose qui vaut 3 mana, quoi. Ouais, c'est-à-dire que pour 6 mana, tu as investi quelque chose qui vaut 3 mana. Et après, disons qu'on a survécu à cette phase-là, où on a payé 6 mana pour pas faire grand-chose. Après, on prend notre tour, il faut piloter 10. Il faut 10 de force qui ne rentrent pas dans la prochaine phase d'échange. C'est le bout du monde. Ouais. Et tout ça pour avoir une 5-6 vol. 5-6 vol, je pense que ça va finir la partie. Mais tu auras fait beaucoup de sacrifices entre temps. Quoi. Yes. Je suis un peu bas sur cette carte. Quelqu'un me demande si on peut mettre un troc à la place d'un bagel dans la formule, étant donné que c'est le même prix. Vas-y. On est bien là, ça fait 1 heure qu'on est dessus. Je pense qu'à 19h30 on n'ira pas au bout, mais tu vois, on aura fait quand même pas mal. Et si tu veux, on fait une partie 2. Ouais, on fera ça. Désolé, le mieux c'est de le faire, ça sera mieux de le faire le matin. Ouais. Comme ça. Et bah, ou lundi. En fait, ça dépend du petit et tout, toi, quand sinon, lundi, ici on est ouvert. Mais samedi, dimanche, là, ce week-end, t'as des dispos? Non. Mais ouais, on peut se prévoir un jour où je suis un peu plus tranquille. Moi, je suis là que lundi. Donc ça peut être lundi matin. Alors, pas le lundi matin, mais si tu as dispo le lundi dans l'après-midi. Ouais, je peux être dispo dans l'après-midi. Ça peut se tenter. À la recherche de survivants. Renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière jusqu'à 3 cartes de créatures ciblées avec une valeur de mana totale inférieure ou égale à 3. Mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. Du coup, sur une thématique. Alors, moi, c'est le genre de carte que je trouve ça un peu sexy. Parce que. Après, il faut qu'il y ait des trucs qui soient morts et tout. Moi, c'est le genre de carte que j'aime bien, mais je sais pas si c'est fort. Du coup, le spécialiste. Je pense que t'as pas lu la carte comme j'ai lu. Tu renvoies jusqu'à 3 cartes de créatures avec une valeur de mana totale ou inférieure égale à 3. Non mais j'ai ça dans le sens, elle est très bien la carte. Mais imagine, ce qui va arriver le plus souvent, c'est que t'as qu'une seule bête à 3. Mais le cas que tu as envie le plus, tu vois, c'est de ramener le maximum de bêtes possible parce que ça met un marqueur sur chacune d'elles, c'est énervé. Donc je pense que tu as envie d'avoir que des bêtes qui valent 1 ou 2 dans ton deck quand tu joues ce genre de cartes. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça pallie au fait que souvent elles sont plus petites que l'adversaire et que tu vas perdre des bêtes dans le combat. Moi, si j'ai ce genre de deck, je veux que des bêtes à 1 et 2, j'attaque tous les tours, peu importe ce qu'il y a en face, et je fais que de les réanimer avec des marqueurs +1/+1 et je fais passer les points. J'avais pas vu que c'était
avec un mana total inférieur ou égal à 3. Je crois que c'était que tu pouvais ramener 3 bêtes qui 3 coûtent bêtes 3. La meilleure carte du set. Non, Ok, d'accord. c'est un peu moins bien que ça, mais ça reste très bien. Hein. Moi, je pense que cette carte, elle est... Du coup, c'est le genre de carte qui te demande de build un deck particulier quand même. Je me demande si je la trouve bien parce que je vois plus d'applications pour le construit que le limité. Parce que c'est vrai que je me dis en limité, maintenant que j'y repense, je me dis, est-ce que les bêtes qui coûtent 1 et 2, c'est les bêtes que j'ai vraiment envie de remonter? Je pense que oui, je pense qu'avec un marqueur plus 1+1, ça peut le faire. Si tu as un vol qui traîne dans le format, ça peut être vraiment pas mal. Je pense pas que cette carte est mauvaise. Je pense que ça va dépendre aussi de est-ce que j'arrive à trade, est-ce qu'il y a des capacités d'exil ou pas. Moi, comme ça, je me dis, cette carte, je suis partant de la jouer. Si mon deck, il trade beaucoup et qu'il est bas en mana sur des créatures, En fait, moi, ce que j'aime bien avec ce genre de carte, même si tu ramènes qu'une bête à 3, ok, c'est la bête. Souvent, les bêtes à 3, c'est des bêtes sur lesquelles on est exigeant, on demande qu'elles aient un pouvoir assez intéressant. okay. Si tu ramènes sur le champ de bataille une bête à 3 qui a un pouvoir un peu intéressant avec un marqueur +1/+1, pour 3, en vrai, ça reste ok. Bah, à 3, je trouve qu'on reste près du pire scénario, qui est tu ramènes une seule bête, tu mets un seul marqueur. Ça veut dire qu'il faut qu'en condition, tu aies une bête à 3 qui ait de l'importance dans ton cimetière. Okay. Ça, c'est pas tous les jours que tu le fais. Et du coup, la contrepartie, c'est le pire scénario, c'est t'as rien dans ton cimetière. Du coup, est-ce que là, Et je me dis, à ce moment-là, est-ce que je préfère pas avoir la 3/3 sur 3 que j'aime pas de tout à l'heure, tu vois ce que je veux dire? Au moins être sûr qu'au minimum, je joue une bête tour 3. Quoi. Yes. Donc ça va dépendre un peu de la cœur. Je pense qu'il va y avoir une cœur super basse avec que des créatures pour que ça marche. Et que les marqueurs +1/+1 fassent la différence, que tu puisses continuer à attaquer. Moi, je le vois bien sur des volantes. Typiquement, s'il y a des petites créatures volantes, ce serait super. La prochaine, c'est Déchireur de failles, un enchantement à 1 mana blanc. Quand cet enchantement arrive, exile un permanent non terrain ciblé avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2 qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cet enchantement quitte le champ de bataille. Okay. Je viens de découvrir la carte. C'est du coup comme une lumière de bannissement, mais avec des conditions. Pouvoir exiler un permanent non terrain ciblé avec une valeur inférieure ou égale à 2. Moi je trouve ça ok aussi. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal pour un blanc. Tu peux dire une petite quelque chose qui t'embête en début de partie. Typiquement, tu sais, la 2/2 qui reprend un permanent dans ta main, la 2/2 vol qu'on a vu tout à l'heure, bah, tu peux te dire déchireur de faille, tu joues sur n'importe quoi au début. Si tu veux conserver le déchireur de faille en état, tu le laisses comme ça. Mais si tu veux le reprendre pour enlever autre chose, ça peut être bien, tu vois. Et là, tu peux prendre les jetons du coup. Non terrain, ouais. Donc tu peux prendre les jetons aussi. Donc s'il a des petits jetons qui t'embêtent, tu peux prendre le jeton et puis après le reset. Du coup, cette carte, elle est vraiment bien. Tu peux faire des trucs un peu sympas. Moi, j'aime bien cette carte juste parce que je pense que les 2 drops, c'est un peu ce qui va conditionner le début de partie et que les gens vont beaucoup jouer de 2 drops. Je pense que tu pourras toujours toucher et tu n'es pas obligé que la créature soit engagée, dégagée, attaquante, bloqueuse. Donc je pense que c'est pas trop mal. Je vais pas en jouer beaucoup parce qu'il y a quand même la condition de mouvement qui fait que des fois ça va pas toucher ce que je veux. Mais dans un deck agressif où tu veux virer les bloqueurs, incroyable. Tu peux bouffer les tokens aussi. Tu peux bouffer les tokens avec. Ouais. C'est pas mal. Okay. Mais si j'ai envie d'enlever les bloqueurs, je trouve ça super bien. Je trouve ça super bien parce que même s'il te le détruit avec un anti-enchant, son anti-enchant, s'il vaut pas 1 mana, il a perdu du mana. Ouais, bien sûr. Donc t'es gagnant dans l'échange. Lame de lumière de l'écuyer. Flash, quand cet équipement arrive, attachez-le à une créature ciblée que vous contrôlez. Cette créature a qu'à l'initiative qu'à la fin du tour. Ouais. La créature ciblée gagne +1/+0, équipement 3. Ouais. Maintenant, ils font souvent ça, hein, des équipements qui ont flash, qui arrivent, qui sont directement attachés à mes... Et pour autant, est-ce que c'est suffisant? Alors, du coup, je trouve qu'une lame de lumière, c'est mieux que la carte qui donne +1/+1, initiative en éphémère, tu vois, par exemple. Ouais, ok. Parce que c'est un équipement. Parce que c'est un équipement et du coup que ça reste. Et que du coup, si par exemple la bête elle est gérée, et ben au moins tu as l'équipement qui pourra revenir plus tard dans la partie. Donc ça, je mets pas ça haut, mais une dans un deck pour la surprise, pourquoi pas. Ouais. Est-ce que sur un combat, le +1/+0, il va être surprise ou pas? En fait, il gagne. À l'initiative. À l'initiative jusqu'à la fin du tour. Ok. Donc ça va servir pour le combat en cours. Mais plus tard dans la partie, non. Ouais. Donc c'est nul. Et le coût d'équipement, il est de 3. +1/+0, non, non, c'est pas bien. Ouais, je pense que c'est pas suffisant. Les decks où je me vois le jouer, c'est les decks où je me dis j'ai plus rien à perdre, mon deck il est pourri, je vais jouer ça et essayer de passer tous les points. Et si j'ai de la synergie sur les artefacts, là, je me dis bon pourquoi pas. Sinon plutôt compliqué. On passe sur la prochaine. Ah, le berger je regarde du juste un truc chanceux. sur l'enregistrement. On est bien, ouais.
Je vérifie quand même. L'enregistrement est bien en cours et on voit bien toutes les cartes. Super. On va mettre comme ça ça ne coupe pas sur la caméra. Je vérifie qu'on a bien l'ensemble de la carte. Allez, vas-y. Berger du sens stellaire. Pour 5, c'est un ange. 3-2 qui vole. Quand cette créature arrive, cherchez dans votre bibliothèque une carte de plaine de base, une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 1. Révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Elle a Hyperspace. Pour 2. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'elle vole, qu'elle est évasif. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle a l'hyperspace et qu'elle me permet de chercher dans ma bibliothèque une plaine. Parce que souvent, quand en début de partie, on galère à avoir nos terrains. Donc du coup, ça peut me chercher une plaine. Et si je suis bien dans la partie, si j'ai assez de terrain dans ma main, je peux aller chercher, par exemple, la sécurité du port stellaire. On voit à droite, Ouais, qu'on voit à droite. Et voilà, je trouve ça pas incroyable, mais c'est ok pour moi. Moi, je trouve ça incroyable. Incroyable. J'adore cette carte. Ok. Je crois que je suis assez séduit par la capacité d'Hyperspace en fait. Ok, d'accord. Cette capacité à te dire, en fait, cette carte, tu la lis pas comme une carte à 5 en fait. Tu la lis comme une carte qui te fait un effet à 2 qui te génère de la valeur et un effet à 5 plus tard, mais que tu n'es même pas obligé de jouer. Des fois, il y a plein de cas où tu joues des decks aggro, tu gardes une main un peu gourmande, tu vois, t'as que 2 terrains. Et tu te dis, bon, si je pêche pas un 3e terrain, ça va être compliqué, tu perds la partie instantanément. Là, c'est quand même, tu peux te dire, ok, je joue mon 2 drop tour 2, si j'ai pas pioché de terrain, tour d'après, je vais chercher ma plaine et je la joue le tour avec mon berger. Je pense que cette carte est vraiment pas mal, et en fait, si tu as déjà les terrains, tu t'en fous, tu vas chercher ton petit drop à 1 et t'avances dans le jeu, quoi, en fait. Je trouve cette carte incroyable, j'adore cette carte. Et puis en fin de partie, tu peux la jouer, t'as une 3-2, tu vas rechercher un truc. Franchement, une 3-2 qui est allée te chercher 2 cartes, c'est pas mal. même si en face je trade pour une 2-2, je suis content. Je m'en fiche qu'elle ait le vol, c'est bien parce que tu vas pouvoir attaquer avec, mais je me dis si je la mets en défense et qu'il m'attaque avec une 2-2, je trade, j'ai gagné 2 cartes dans l'échange, je suis très content, tous les jours. J'adore cette carte. T'étais trop content de trade avec cette carte parce qu'elle a déjà fait sa valeur, c'est vraiment cool. Moi j'aime beaucoup. Je fais la prochaine, c'est le pilote d'intercepteur stellaire. C'est une 2-2 pour 2. Humain et pilote, à chaque fois que cette créature devient engagée, surveillez. Alors, surveiller, c'est une mécanique que j'aime beaucoup. Ça permet souvent de trier ton deck. Une 2-2 pour 2 qui peut surveiller. Moi, je vais pas la prendre 10 fois dans mon deck, mais j'aime bien. Ce qui m'embête, c'est qu'elle n'a pas de synergie avec les marqueurs +1/+1. C'est pas un artefact non plus. Ça, pourquoi pas. Et 2-2, j'ai pas l'impression que ça peut souvent bien attaquer, parce qu'une des conditions pour qu'elle soit engagée, ça va être peut-être d'attaquer. Du coup, tu as le surveille. Ou sinon de station. Je pense stationner, non ? Ouais, je pense que celle-là, elle est vraiment faite pour stationner. Tu stationnes tous les tours, donc tu as un surveille tous les tours. Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que station, c'est qu'un rituel. Et du coup, imagine, tu as cette carte en jeu plus un vaisseau spatial. Tu peux pas te dire entretien, je l'engage pour station, je filtre la carte que je vais piocher dans le tour et on avance. Tu dois toujours le faire avec un temps de retard. Je trouve ça un peu problématique qu'un rituel pendant ton tour. J'ai peur que ce soit pas suffisant. Ouais, bien sûr. Ok, j'entends. Sécurité du sport stellaire. C'est une 1-1 pour 1, blanc. Tu peux payer 4 engagés. Engager une autre créature ciblée que cette capacité coûte. Non, engager une autre créature ciblée. Cette capacité coûte 2 de moins à activer si vous contrôlez une créature avec un marqueur +1/+1 sur elle. Ouais. Ça, c'est des mécaniques où tu engages une autre créature ciblée. En fin de partie, ça fait des trucs. Tu as le coup classique de dire ce qu'on appelle les tapeurs, donc du coup, c'est ce genre de carte. C'est fin de tour adverse, t'engages ses bêtes, tu prends ton tour, t'engages le reste des bêtes, et après t'attaques avec tout, t'as gagné. Donc ça met dans des positions d'échec et mat assez faciles ce genre de carte. Et en fait, ce qui coûte beaucoup dans ce genre de carte, c'est pas tant le coût de la créature, même si là il est excellent, c'est combien ça coûte d'engager. C'est ça, ça va être ça ton facteur limitant dans ce genre de carte, parce que ça veut dire est-ce que tu peux le faire plusieurs fois par tour, et est-ce que tu peux à la fois développer et engager sa bête. Tu vois. Et là, en fait, il a un truc intéressant en termes de game design que j'aime beaucoup, c'est que s'il coûte 4, c'est pas bien, s'il coûte 2, c'est très bien.
Et il y a un jeu un peu avec l'adversaire où il va essayer de te retirer les cartes qui ont des marqueurs plus en plus 1 parce qu'il gère 2 bêtes entre guillemets en faisant ça. Donc moi je trouve ça super intéressant et la carte en elle-même je la trouve incroyable. C'est très bien. Parce que quand on parle du nombre de bêtes ou de mettre des marqueurs plus 1 avec l'hyperspace comme on a vu tout à l'heure, l'hyperespace, en fait tu as envie d'avoir des supports qui vous donnent la. Après 4 c'est cher, hein. Il faut espérer qu'il y ait des marqueurs quand même. 4 c'est cher mais si ça passe à 2 c'est très bien. Ouais, en fait, le fait qu'ils soient un support de créatures et qu'ils comptent dans ton nombre de créatures, moi je trouve ça incroyable. Je trouve que la carte est très bien. C'est le genre de carte, je pense qu'on ne piquera pas très haut au début, dans les phases de draft, et plus le draft va avancer, puis on va se dire, mais en fait, celui qui gagne, c'est celui qui en a le plus, en fait. Parce que tu prends l'avantage, tu débloques des prérequis de nombre de créatures plus vite que l'autre, et ça va, je pense que ça va être excellent. Expansionniste Sol Toile. Quand cette créature arrive, si un adversaire contrôle plus de terrain que vous, créez un jeton module de descente. Ah bah voilà, un petit peu plus loin. C'est à touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, cette créature gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Alors déjà, moi, pour les une 2-3 pour 2, ça me régale. En plus, ça fait des trucs, elle crée un marqueur, enfin un token, pardon. Ça, c'est conditionnel par contre, le token. C'est s'il contrôle plus de terrain que toi. Ok, d'accord. Du coup, on aime bien la voir quand c'est l'adversaire qui commence. Je crois que j'aime bien l'avoir tout le temps. C'est 3-3 pour 2. Ouais, bien sûr. Ça, en fait, quand tu la joues suffisamment tôt, ce genre d'effet touche-terre, tu vois, si tu le joues sur des 1-1 ou des 1 drop ou des 2 drop, tu vas bénéficier de leur effet, genre 3-4 tours d'affilée parce que tu vas aligner les landes. Si c'était sur un 6 drop, je te dirais touche-terre sur un 6 drop, là, t'as peut-être plus autant de terrain en main, enfin c'est un peu plus compliqué. Là, elle va tout le temps attaquer comme 3-3, ça va être super bien, enfin moi j'adore. Si t'as des petits jetons du coup modules, bah du coup pendant le tour tu peux attaquer à 4 en fait, enfin si tu landes pour le tour et tu fais un module, ça peut être vraiment super bien. Et du coup, il y a une espèce de menace d'activation si tu as des modules en jeu et que tu attaques avec cette carte. Imagine, tu as 3 modules, tu as 6 mana. Et que l'adversaire en face, tu vois, il est à 6. Il se dit, bah, si je bloque pas, je fais crack module, t'as perdu en fait. Donc il y a un moment, il va être obligé de bloquer et trade. Et c'est des situations confortables où tu peux te dire, bah, toi, tu as ton petit trick de combat dans la main, il est obligé de bloquer, il va faire un mauvais bloc, tu le prends avec un trick, t'es gagnant-gagnant en fait. Enfin, ça me régale. 2 mana pour mettre dans des situations inconfortables comme ça, je trouve la carte vraiment trop bien. Et en fait, ce que je me dis, c'est, ok, comment je vais faire pour briquer la carte et essayer d'avoir le jeton module en plus. Bon, le mieux, c'est d'être sur la draw, que l'adversaire ait plus de terrain que toi, et d'avoir une combinaison de drop à 1, drop à 2. Parce que je veux arriver au tour 3 à mon tour, l'adversaire a 3 terrains, moi j'en ai que 2. Je joue d'abord ça, il fait son effet de module, après je joue un terrain et avec le terrain restant, j'utilise pour faire une créature ou autre. Donc j'ai vraiment envie d'avoir une curve très basse quand je joue ce genre de carte. Sinon je ne pourrais jamais profiter de son effet bonus. Mais globalement, c'est une carte que je pense que je jouerais dans tous les decks. Donc ça, c'est une carte que tu peux avoir 4-5 fois dans ton deck. Franchement, c'est une carte que je joue, ouais. Enfin, peut-être pas 4-5 fois, mais franchement, ça bloque super bien. Je pense pas que de toute façon, c'est une unco, t'en auras pas 4-5, mais ouais, elle est vraiment forte, j'aime beaucoup. Et plus j'en ai, plus je veux des cartes qui ont des modules, tu vois. Je comprends. La prochaine, c'est le Forge Lumière de Sous l'étoile. C'est une 3-3-4, humain artificier. À chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature et piochez une carte. Donc ça, c'est une mécanique du set. J'ai l'impression de piocher, de lancer votre deuxième sort à chaque tour. Je crois que ça ressemble exactement à Fury, non, dans le set d'avant. Donc on est assez familier de cette mécanique. Et c'est une mécanique qui marchait bien, Fury, dans le set d'avant, mais plutôt dans les decks agressifs. Et c'est peut-être ce que je vais reprocher à cette carte, c'est que ça vaut cher. Donc on va faire le scénario en fait, on va se dire, ok, si t'es un peu derrière, tour 4, tu mets une 3-3 pour 4, est-ce que tu sens que t'as stabilisé ou pas? Moi ce que j'aime bien c'est que tu mets un marqueur sur cette carte et en plus tu pioches. Ouais. Ah, ça c'est sexy quand même. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ça fait... ouais, j'aime bien cette carte, hein. C'est le genre de carte que je veux bien, au moins une fois dans mon deck. Hein. Ouais, ça peut être sympa une fois dans ton deck. Après c'est pareil, c'est que tu vas jouer plein de petites cartes à 1 ou à 2, quoi. Non? Alors, ce qui m'embête un petit peu, c'est que j'ai pas envie de retenir des cartes dans ma main pour attendre de jouer le Forge Lumière, pour attendre de jouer le spell. D'accord. Tu vois. Moi, cette carte, si elle fonctionne pour moi, c'est que j'arrive tour 5, enfin j'ai 5 mana, je joue la Forge Lumière pour 4, et à côté j'ai un petit sort à 1 qui a de la valeur que j'aurais joué dans tous les cas. Okay. Et dans ce cas-là, je commence la machine de mettre des marqueurs sur les tours et piocher une carte. Ce que j'aime beaucoup, c'est que souvent c'est des mécaniques qui s'essoufflent parce qu'au bout d'un moment, tu n'as plus de sorts. Ouais, bien sûr. Celle-là, elle te fait piocher la carte. Donc quelque part, elle te permet de jouer 2 sorts par tour. Je pense pas que c'est une mauvaise carte. Je pense qu'il va juste falloir faire attention au plan de jeu dans lequel on joue.
il va falloir soit dans un plan de jeu un peu plus mid-range avec beaucoup de ressources et d'avoir toujours des cartes à jouer. Si on a joué toutes les cartes de notre main parce qu'on a joué très aggro et que c'est la dernière carte qu'on a en main, bah, elle va pas être top. On le voit, enfin, on a vu Corey Steelcutter qui a menacé le standard il n'y a pas longtemps. Si ton top deck c'est Corey Steelcutter, c'est pas la même chose que si tu l'as en main de départ tour 2. Quoi. C'est vrai. Donc ça, si c'est ta dernière carte et que tu n'as plus rien à jouer, un peu compliqué. Donc tu veux peut-être pas avoir un deck qui joue toutes ses cartes au début, mais peut-être un deck plus mid-range, un peu plus gros, un peu plus ressourceux, avec beaucoup de cartes qui piochent, des choses comme ça. Le prochain, c'est un vaisseau. C'est Bélier Cunelux. Pour 4, c'est un vaisseau qui, quand il arrive, il crée une 2-2 incolore. Et si tu as stationné 9, elle a le vol, enfin, ça devient une créature vol initiative 3-4. C'est comme l'autre de tout à l'heure. Je trouve que 9, c'est le bout du monde. Je trouve que pour 4, mettre une 2-2, c'est pas ouf non plus. C'est pas une carte que je vais piquer, je crois. Ouais. En fait, ce qui me plaît pas, c'est qu'on est d'accord sur le station. Et je sais pas si je t'ai influencé ou pas, de dire que c'est pas une bonne mécanique, blablabla. Du coup, je vais faire l'avocat du diable, je vais essayer de trouver les cas où ça va être bien, de station. Parce que ça m'embête un peu si jamais on a faux, si jamais station c'est une bonne mécanique, qu'on l'ait pas vu, qu'on soit passé à côté. Ce que je vais me dire, c'est que pour l'instant, on n'a pas trop regardé la force des créatures, et j'ai l'impression que les créatures étaient plus 2-3, avaient plus de... On a vu une 2-4 au tout début, donc il n'y avait pas beaucoup de force. Et maintenant, je pense qu'il serait bien aussi, c'est qu'on considère dans les créatures qu'avoir beaucoup de force, être une 4-1, c'est super parce que tu peux stationner les véhicules super vite, en fait. Les véhicules, les vaisseaux spatiaux. Moi, ce que je me dis, c'est quand même pour 4 mana, tu as une 2-2. La 2-2, elle va te faire gagner du temps, elle va permettre d'éventuellement trade. Et elle peut déjà commencer à mettre deux marqueurs charge dans ton bélier. Je me dis, une fois que tu es arrivé au bout, imagine tu as mis les 9 marqueurs, il te reste une 3-4 vol initiative. Elle est difficilement passable en défense. Tu crois même pas. Tu crois pas. 9 marqueurs, ça veut dire qu'il faut que tu aies engagé 3 fois une bête avec 3 de force minimum. Parce qu'en fait, si stationné, on pouvait engager par exemple 2 bêtes, là je trouverais ça ok. Mais là... Non, après tu peux engager plusieurs fois une bête dans ton tour. Ok, donc tu peux mettre, si par exemple tu as une 2-2, une 3-3, une 4-4, tu peux faire la 2-2, la 3-3, la 4-4 engagée. Ok, d'accord. Parce que je me suis mal exprimé avant, mais oui, tu peux le faire, c'est juste que tu peux pas le faire en même temps. C'est pas une capacité, tu peux pas répondre à un station par un station. Imagine que l'adversaire, il ait un sort qui dit détruisez l'artefact non créature. Et que toi, tu le stations pour sa dernière marqueur charge. Et qui te le fait comme ça, tu peux pas faire en réponse, tu le restation pour mettre des marqueurs charge pour qu'il devienne une créature. C'est vraiment rituel. J'ai l'impression que les stations, enfin les vaisseaux spatiaux, c'est des cartes qui sont bien quand tu es devant. Pour le coup, c'est celui que je préfère pour l'instant. Parce qu'il te met une 2-2, et le 2-2 aide à station. Il aide à station, et au pire, le pire scénario, c'est que tu as une 2-2 pour 4. C'est pas bien. Mais... la valeur de dire après j'ai une 3-4 bonne initiative, je la trouve pas si mal. Je suis moins bas, pour de vrai, sans forcer le trait, je suis moins bas sur ce vaisseau spatial que les autres. Je considère quand même que c'est pas une bonne carte. J'en mettrai pas beaucoup d'anti-emploi dans mon deck. Je peux en mettre un, mais je mettrai pas le deuxième, je pense. Ok. Amplificateur Tramlan. Quand cette créature arrive, ciblez jusqu'à 2 créatures, mettez un marqueur +1 +1 sur chacune d'elles. Elle a hyper espace. Pour 3. Et c'est une 3-4 pour 6. Du coup, pour 3, je la joue pour hyper espace. Je mets 2 marqueurs sur mes petites bêtes. C'est pas mal. C'est pas mal. Et après, plus tard dans la partie, je peux avoir une 3-4 qui va remettre des marqueurs +1 +1. Ouais, c'est ok. Hein. De toute façon, j'ai l'impression que, comme tu dis, hyper espace, ça a l'air d'être sexy quand même. Ah, j'aime bien. Et puis, ah oui, ce qu'on n'a pas dit sur les vaisseaux tout à l'heure, c'est qu'hyperespace aussi, si tu en as beaucoup, je peux commencer à te dire, bah ok, mes véhicules, si j'ai beaucoup d'hyperespace, je peux les mettre, je peux faire station avec ma carte qui va être exilée en fin de tour avec l'hyperespace. Ça quand même a de la valeur un petit peu. Donc, je remonte un petit peu sur le bélier qu'on a vu juste avant. Et pour reparler de l'amplificateur, je pense que c'est une super carte, parce que ça rentre dans le plan de jeu, de jouer avoir la carte la plus basse possible, et après booster mes créatures pour attaquer. 6 mana, je suis pas sûr qu'on arrive tout le temps à le jouer. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il peut cibler lui-même. Donc il peut mettre un marqueur sur lui-même, un marqueur sur une autre bête. Il n'a pas d'évasion, il n'a pas d'autres lignes de texte. C'est pas la carte de l'année non plus. Je pense que la première ne me choque pas, si jamais tu as un deck avec une curve vraiment énervée.
Et encore, je suis pas sûr. C'est pas mal en fait, tu sais, de pouvoir mettre des marqueurs. Du coup, j'ai l'impression que tu sais, mettre des marqueurs, ça trigger des effets. En fait, j'ai peur que le coup d'hyperspace à 3, il t'empêche de double spell dans le tour. Ok. J'ai peur que ce soit un peu trop. J'aime beaucoup l'effet de marque des marqueurs plus 1 plus 1. C'est pour ça que je pense que je peux jouer la première. Je suis vraiment pas sûr de jouer la deuxième. Ok. Trop cher. J'ai une question. Drix, c'est un nouveau type de carte, non? Un nouveau type de créature, je veux dire. Ah, c'est une bonne question. J'en ai jamais vu auparavant. Je sais pas trop. Je t'avoue que je sais pas trop. Ok. On pourra regarder ça et puis. Mais je crois qu'on n'avait jamais vu ça. Ça doit être une nouvelle race. À quoi ça ressemble? Bah, C'est les apparemment, aliens de tu vois, c'est des aliens. Hein. Ouais, carrément. Démonstration de zèle. Les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Si ce n'est pas votre tour, dégagez-les. Ça, c'est un bon finisher. En général, quand tu joues plein de bêtes, tu joues plein de petites bêtes, 1-1 et tout, tu fais une grosse sauce, surprise, +2/+0. Bah, en fait, moi, ce qui me dérange dans ce genre de sort, c'est quand il ne donne pas de défense, tu vois. Parce que la défense, c'est trop bien pour que ton sort il soit applicable dans plein de situations. Genre, il est applicable quand tu es devant, mais aussi quand un peu tu es à égalité, l'adversaire fait des trades, bah, tu gagnes tous tes trades. Mais en fait, cette carte-là, le fait qu'elle ne donne pas de défense, ça veut dire que l'adversaire, il sait qu'il est safe, tu vois. Il sait que s'il fait des trades 3-2 sur 2-2, ça va passer à chaque fois. Imagine que maintenant, ça rajoute +1 en défense. Si j'attaque avec ma 3-2 sur une 2-2, il va se dire bah là je vais les perdre mes créatures. Donc je ne peux pas aligner des blocs exacts ou ça trade dans tous les cas. J'ai un peu de mal avec ce genre de carte et pourtant je vais perdre sur ce genre de carte. ça va être l'histoire de ma vie, je vais dire que c'est la pire carte du set et je vais y perdre. Parce qu'en attaque elle peut mettre des patates, quoi. Elle peut mettre 2 points par bête qui passe. Et en défense il y a l'aspect dégager les créatures où je vais me faire surprendre, quoi. Donc +2/+0, dégager les créatures, ça peut être pas mal. Je pense que ça va être le genre de 23e carte, tu vois. Ouais. Si jamais tu as un deck avec beaucoup de jetons et qui est capable de passer les points, ça peut être pas mal. Mais sinon, j'y crois pas trop. On a fini avec le blanc. Ouais, on a fini avec le blanc. Tu veux qu'on fasse quoi? Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on prend lundi? Eh ben écoute, je pense que lundi, on n'aura peut-être pas le temps de tout faire non plus. Je sais pas. Ce qu'on peut faire, c'est... Toi, tu te sens comment au niveau des horaires, au niveau de la fatigue là? La fatigue? Ouais. Bah, en fait, c'est surtout que c'est bruyant, quoi. Ouais. Tu penses que ça va s'entendre à la... Je pense pas parce qu'on a les micros. Ouais. Je pense pas parce qu'on a les micros, mais si toi tu dois partir par exemple dans une demi-heure, enfin dans 40 minutes, je me dis lundi on peut se faire une bonne session et en plus on est au calme. La boutique elle est fermée, il n'y aura que nous. Hein. Ok. Ça peut être bien, on ira sans doute plus vite. Ça peut être bien, ouais. Et puis après, en fonction de ce que tu vois là aussi, on peut réadapter, genre si jamais on trouve un meilleur système pour afficher les cartes. Lundi c'est pas trop tard. Non, lundi c'est pas trop tard. Mais on a déjà fait une bonne partie en vrai, parce que l'explication des mécaniques et tout, ça prend du temps. Et puis là, une fois que ça enchaîne, une fois que tu as dit plusieurs fois comment ça marchait les trucs, tu n'as plus besoin de te répéter. J'ai l'impression de me tromper.